Alors c'est parti pour cette nouvelle émission, waouh, ça commence bien, de un film en 25 frames où on va voir quelques films. Je rappelle quand même, je vais baisser la musique de mon casque qui est un petit peu forte quand même et qui m'éclate un peu les oreilles. Hop là, je rappelle quand même un peu le principe où on parle de films à travers quelques frames et moi je vous donne quelques films à découvrir déjà, quelques informations aussi à lire et bienvenue Ding Ding 2009. Installe-toi, on vient de commencer. Et on va parler de cinéma là pendant, je pense, 1h30. Donc tu peux t'installer tranquille. On va le faire à travers des captures d'écran que j'ai fait de différents films pour vous raconter un peu tout ça. Je rappelle juste un truc aussi pour les gens en VOD. Parce que des fois j'ai des commentaires un peu chelous. Je parle de auteur d'un master en études de cinéma. Mais ça ne veut pas dire du tout que ce que je fais c'est des analyses qui sont hyper construites et que je présenterai un colloque dessus, pas du tout. Là, c'est pas le but. Là, le but, c'est de faire un travail qui soit quand même un minimum correct, hein, mine de rien, et de vous présenter des films, de vous raconter des anecdotes autour, etc., etc., et qu'on se marre un peu, qu'on passe un bon moment. Voilà, voilà. Mais le tout avec, évidemment, un apport ludique. C'est pour ça qu'on a inventé le mot avant. Alors, on n'avait pas voté pour drôle ludique, on avait voté pour amusant ludique. Amuludique? Non, lumusant, voilà. On fait un travail lumusant ici. On essaye un petit peu. Et si on ne l'est pas, c'est pas grave. Il y a d'autres chaînes YouTube et il y a d'autres chaînes Twitch qu'on peut suivre. Et ce soir, on a un sacré programme. Les gens, j'avais envie de vous parler de plein de films. J'ai fait une petite sélection. Je vous parle toujours un peu des films que j'ai vus récemment, déjà de base, parce que sinon c'est compliqué. Je vais pas vous parler de films que j'ai pas revus depuis un mois, par exemple. Et il y a certains films où il y a un film en particulier, je me suis perdu dans les recherches. On verra ça après quand on y sera. Mais moi, je voulais commencer par un film déjà super important. En fait, deux films super importants ce soir, les gens, pour l'histoire du cinéma. Et le premier, je vous montre ça maintenant. Non, en fait, je vais pas vous montrer cette image. Je vais vous montrer le film d'abord. Je voulais commencer par la tête du réalisateur, mais je crois que je vais quand même commencer par le film. Le premier, c'est La marque du tueur. J'ai vu ce film, j'avais 5 ans, je m'en souviens pas. Très bien, très bien. Et attendez, parce que moi, oui, voilà, il y a mes notes qui apparaissent là. Vu que moi, je ne me souviens pas de tout, et puis que j'ai de la peine à faire 37 trucs à la fois, je suis obligé d'avoir mes notes aussi sous les yeux pour pouvoir bien vous parler. J'ai aussi peur d'oublier des choses, hein, c'est normal. Hop. Voilà, je contrôle juste ma scène, voir si elle est ok. Oui, la scène, je peux même mettre hop, cet écran-là, on sera mieux. Oh, comment ça se fait que ça donne comme ça, là? Voilà, là on est pas mal. Donc, La marque du tueur, c'est un film de Seijun Suzuki sorti en 1967. On commence par un film en noir-blanc. Un film en noir-blanc en 1967, vous allez me dire, mon Dieu, mais ils n'avaient pas déjà inventé la couleur à ce moment-là? Les gens voyaient encore tout en noir et blanc. Et c'est une excellente question que vous avez, et vous aurez la réponse en temps voulu. Les gens, on reviendra là-dessus avec Joe Ishido, ici, qui est un... Shishido, pardon, qui est ici, qui est un acteur qu'on retrouve pas mal dans la filmographie de Seijun Suzuki. J'ai pas vu énormément de ces films, mais regardez, j'ai le DVD ici. J'ai un coffret en fait, je peux vous montrer déjà le coffret. Voilà, je ne sais pas comment ça rend parce que je n'ai pas directement le retour. Je trouve super classe ce truc. Bonsoir Bug, mais dis donc, t'es pas avec tes copains en soirée jeu? C'est le volume 1, il y a 3 volumes en tout cas moi j'en ai 3. Là, on a La marque du tueur, La barrière de chair, La jeunesse de la bête, La marque du tueur, incroyable film. La barrière de chair, incroyable film aussi. Et La jeunesse de la bête, je ne crois pas l'avoir encore vu. J'ai plein de films que je n'ai pas encore vus. Je me réjouis de le voir. Qui a aimé K-pop Demon Hunter ici? On va en reparler, mais plus tard. Bog. Dans environ 1 heure, j'ai le temps de venir dire des conneries ici. Ah, c'est bien. Bon, on va essayer de parler de K-pop Demon Hunter avant que tu partes alors.
Du coup, il y a plein de choses à vous dire sur ce film parce que c'est un film super important dans l'histoire du cinéma japonais et c'est même un film plutôt un petit peu important dans l'histoire du cinéma global, quoi. C'est un film qui a inspiré notamment pas mal de réalisateurs, qui a inspiré des réalisateurs français, qui a inspiré des réalisateurs américains aussi, on reviendra là-dessus. Ça a été réalisé par Seijun Suzuki, je vais vous montrer la tête du bonhomme parce que... pourquoi je peux plus vous montrer sa tête? Attendez. Ah, pourquoi j'ai plus sa tête? Voilà. C'est ce monsieur, Seijun Suzuki. Ça a l'air filmé comme Spectreman. Il y a des choses à dire là-dessus. Voilà. Donc c'est le monsieur Seijun Suzuki, un réalisateur super intéressant. Moi j'aime beaucoup. Je vous le montre quand même en un peu plus jeune, là, quand il bosse, la clope au bec. C'est un mec qui fait des films. Qui a fait beaucoup de films et super vite. Genre, il a fait une quarantaine de films. Je crois qu'il a fait 40 films en 12 ans. Pendant toute la période où il travaillait dans le premier studio qu'il a engagé, c'est-à-dire le studio de la Nikatsu, qui est le plus vieux studio japonais qui a été racheté en 2005, il me semble, 2005 ou 2012, il me semble que c'est 2005, par les mêmes qui possèdent Sega. Voilà. Est-ce que... Ouais, je vais vous faire le pitch et après je vais vous montrer les images. Je vais aller dans ce sens-là. Ça sera plus simple. Par contre, je sais pas pourquoi... Voilà. J'aimerais pas vous... Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est incarné par le monsieur qu'on voit ici, Joe Shishido, qui est engagé pour aller tuer des gens un peu partout dans le Japon, qui est super fort. Et il est tellement fort qu'en fait, il y a un top au Japon des meilleurs tueurs à gages et il est 3e du top 3. Et à un moment donné, il va accepter un contrat qui est super difficile à réaliser, et il va rater. Et là, c'est vraiment la merde, parce que vu qu'il a raté, sa position de top 3 est remise en question, et surtout, le numéro 1 va se dire, va être engagé pour le buter. Donc voilà, le numéro 3 va être... ça va être une lutte après entre le tueur à gage numéro 3 contre le tueur à gage numéro 1. Le tueur à gage numéro 1, il n'est pas numéro 1 pour rien, comme on le voit dans le film. Et voilà. J'ai vu une version où c'est un jardinier vengeur, ça s'appelle la marque du tuteur. Quoi? Aïe. Très beau jeu de mots. Le contrat, c'est ne pas manger un paquet de chips en une seule fois. Et c'est un contrat qu'il va sans doute échouer, notre jeune ami ici. C'est un film qui, du coup, quand il est sorti... Je vais vous raconter ça après. Je vais vous montrer des images du film d'abord, pour vous montrer un peu le style. Alors, je vous rappelle, c'est un mec, ça je vais quand même vous le dire maintenant, ce film-là, il a été repris à l'arrache par Seijun Suzuki. Seijun Suzuki, c'est un réalisateur très particulier, comme je vous ai dit avant, parce qu'il a fait beaucoup de films. Et en fait, il a passé... il est passé un peu de statut de Yes Man, qui en gros faisait des films très vite, des séries B pour pas cher. Il était efficace et du coup, les studios l'aimaient bien. À un gars pas trop aimé, parce que plus ça allait, plus il commençait à avoir un peu sa patte à lui. Après, c'est très bizarre, j'ai écouté des interviews de lui, et c'est dur de le suivre. J'ai l'impression qu'il dit pas mal de conneries aussi. Parce que lui, il se défend un peu de tout ça. Lui, il dit non, je faisais juste les choses comme ça. Et puis voilà, il a pas mal d'humilité. Et il a aussi un bon ton de provocation. Où typiquement, là-dedans, ils disent que c'est aussi un réalisateur japonais qui a mis en avant des femmes fortes dans ses films. Et quand il a interrogé là-dessus, sur la place des femmes fortes dans ses films, c'est un gars qui répond... écoutez, en fait, le statut de la femme a beaucoup changé. Avant l'ère Meiji, la femme était très soumise au mari, elle devait faire ce qu'il disait de faire, etc. Et après, elle s'est émancipée, et puis elle a pu intégrer plus la société, etc. Et puis être plus l'égal de l'homme, tout ça. Et il rajoute après ça, moi je préférais avant, je préférais quand elle était soumise, c'était plus simple pour les hommes. Hein. Et puis il rigole, voilà, il fait une blague beauf comme ça. Tu sais jamais trop, du coup, à quel niveau faut prendre ce qu'il dit. C'est très particulier. J'avais vu une... Bonsoir Aurélien, j'avais pas vu que c'était toi. J'avais cru que c'était Bog à cause du jeu de mots. Et d'habitude c'est Bog qui fait ce genre de blague. Et ça fait plaisir de te voir ici. Donc là vous voyez c'est le héros. Le héros c'est lui. Et pour vous montrer un peu le côté fauché et en plus le côté un peu auteur, c'est cool de vous montrer quelques slides. Il faut imaginer que... en fait c'est un réalisateur qui au fur et à mesure... qu'il a avancé dans sa carrière, il en avait de moins en moins quelque chose à faire du scénario, et surtout de l'intelligibilité de ce qu'il te montre.
Donc c'est super intéressant parce qu'il te fait des films de Yakuza, il te fait des films il te fait des films de genre et de série B, mais où plus ça avance, plus il va essayer des trucs, que ce soit au niveau du montage, de la mise en scène, etc., qui peuvent laisser le spectateur sur le carreau. Et c'est super intéressant parce que ça encore, ça va contre ce que lui il dit dans ses interviews. Dans ses interviews, il dit non, l'important c'est que il y a une histoire, faut bien la transmettre, point barre et tout. Et il fait l'inverse un peu de ce qu'il dit dans ses interviews. Donc c'est assez particulier, je vous montre, genre là c'est tout simplement lui qui est avec une mallette, en gros on comprend qu'il accepte un contrat, mais ça on doit le deviner. On doit le deviner en lisant les images, justement, parce qu'il a cette petite mallette, il y a les gars autour, il y a lui en fait qui engage les deux là. Lui il va pas très bien, lui c'est le numéro 2 si je me souviens bien et tout, sauf qu'il fume, il boit, il va moins bien, donc ça va être un peu chaud cette mission. Plan suivant, il est dans une cuisine, pourquoi? On sait pas. Il est dans une cuisine, on sait pas exactement, mais en fait on va savoir, attendez, ouais c'est après. Pendant ce temps, il y a ce mec qui est avec une meuf. On sait pas. On sait pas exactement pourquoi. Et yo Kyuri, bienvenue. On est en train de parler de la marque du tueur. Et justement des spécificités du montage qu'utilise ce réalisateur. Donc on a ce mec avec cette meuf, tu sais pas exactement pourquoi, donc voilà. Après il y a ce plan, tu sais pas tout de suite ce que c'est, puis ça fait un travelling en haut et on voit lui. Et en fait on découvre un truc, on découvre un kink du personnage, c'est que le personnage, il adore sniffer du riz. Et là on arrive sur un truc qui est super intéressant dans son cinéma, c'est que Seijun Suzuki, c'est un réalisateur, c'est pas un scénariste. Or, sur ce film, il a été co-scénariste. C'est très rare qu'il ait scénarisé ou co-scénarisé ses films pendant qu'il avait travaillé pour la Nikatsu. Et là, ils se sont foutus, apparemment, genre à 7 ou 8 de ce qu'il dit. Ils se sont foutus à 7 ou 8. Ils ont pris toutes les idées marrantes où ils se sont dit « Oh, ça serait marrant de foutre dans le film et tout. » Puis ils se sont arrangés après pour mélanger tout ça et faire le film. Et il fait de la poudre de riz et il y a sniff. Alors en fait, ce qu'on voit là, c'est un cuiseur à riz. Et donc, le plan commence sur ce cuiseur à riz. Puis la caméra monte et on voit lui qui fait des gros sniffs d'odeur du riz en train de cuire. Parce qu'il adore l'odeur du riz. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, t'imagines un des 7 mecs autour de la table avec le réal qui fait « Putain, ce serait trop cool que le héros, genre, son king, ce soit de sniffer du riz, quoi. » Et il faut imaginer les 6 autres qui sont en mode « Ah ouais, note, voilà. » Et après, quand il faut intégrer ça dans le film, ils se disent « Ouais, mais on le fout où ?» Et ils se disent « Ah bah là, attends, il accepte un contrat, il est dans un bar. Mais on dit que ce bar, il a une cuisine, donc on fait un plan où il est dans le bar, et après on fait un plan où il est dans la cuisine, puis il sniffe du riz. » Et voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est assez fascinant. Et par contre, je tiens à dire aussi... il utilise un format cinémascope qui est hyper cool, je trouve, qui donne des plans, des images que je trouve très belles. Typiquement, là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien et tout, alors que c'est assez simple. Et bon, après, je vous montre un peu la bagarre, parce que ça va nous intéresser, la bagarre. Parce qu'on est quand même sur un film où les personnages vont se tirer dessus pour vous montrer un peu comment la réalisation est faite. Alors vous voyez, ces trucs qui sont pas très logiques, on sait pas exactement où on est dans le plan. On comprend que le gars il est planqué derrière une voiture, il y a de la fumée partout, mais genre partout. Et là, ça c'est un truc, voilà, c'est un truc que j'aime bien vous montrer. On a ce plan, je trouve ce plan vraiment cool. On a ce mec dans ce tunnel qui pète un peu les plombs. Il est face à un gars qui veut tuer. Et on a un espèce de travelling compensé. En fait, lui, il avance vers la caméra et la caméra recule. Tout en maintenant le zoom, il me semble. Hein. En tout cas, l'effet est il y a un effet très étrange. Et je suis même pas sûr que ce soit un travelling compensé. Je me demande si c'est pas juste un travelling arrière tout simple, mais où en même temps, il y a peut-être des légers dézooms et tout. En tout cas, ça donne un truc très particulier en mouvement. Et je trouve que même à l'arrêt, on a ce truc et tout. Et bref, donc on a ce mec qui avance dans le tunnel. Il avance vers ce mec qui le braque. Il y a un mec en face, c'est lui qui... Ce gars-là, donc, au premier plan, il veut aller buter le mec ici à l'arrière-plan. Mais le mec là-bas, il a un flingue. Donc vous vous dites, comment on fait? Comment on fait? La réponse est qu'on lui court comme ça dessus, mais sans le viser. Vraiment, on fonce comme un taureau sur le mec en question qui te pointe avec un flingue. C'est ça le film, tu vois. Quand je dis que le gars en avait de moins en moins quelque chose à battre de la cohérence, c'est ce genre de situation. C'est qu'à un moment donné, il s'est dit... Putain, en fait, j'ai envie de faire ce plan plutôt. Genre, le plan là, comme ça, je le trouve trop cool. Plutôt que rester planqué derrière une bagnole. Donc, hop, il y va. Je montre juste quel tueur en face. Je le fais courir en hurlant et en bougeant les bras comme ça. Vraiment, le gars, il court comme ça, hein, en bougeant les bras. Puis, bah, évidemment, il se fait flinguer. Regardez, lui, il est content. Il l'a eu. Et puis, voilà.
Euh, J'ai vu une version où c'est un mec qui roule une clope. Après chaque contrat, ça s'appelle la marque du fumeur. Ah voilà, bah là je reconnais Bog. Hmm. Voilà, maintenant je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé assez intéressant aussi. Euh, Faut aussi se souvenir que on est en 67. À ce moment-là, au Japon, c'est compliqué parce que bon, les conditions de travail sont pas ouf déjà quand tu bosses dans le cinéma. Genre vraiment pas ouf. On va voir ça après. En plus de ça, c'est un moment donné où la télévision arrive, commence à se démocratiser dans les années 50 et surtout dans les années 60. Du coup, il y a une concurrence énorme sur le cinéma. C'est compliqué, comme j'ai dit avant. Les conditions de tournage de ce film en particulier étaient effroyables. Genre, il a eu une semaine de pré-production, donc organiser tout le tournage en une semaine, le réalisateur donc. 25 jours de tournage. 25 jours de tournage, c'est franchement short. Même pour une série B, c'est pas énorme. Hein. Pour une série B, avec tout ce qui se passe dans ce film, là, je veux dire, il se passe quand même pas mal de trucs, on va voir. Et puis il y a eu 3 jours de post-prod. 3 jours de post-prod, c'est-à-dire affiner les effets, etc. Enfin, c'est un truc de fou. Le film, genre 3 jours avant sa sortie en salle, il n'était pas fini de monter. Ça, c'était un truc de malade. Et c'est là une technique qu'il a, le réalisateur, c'est qu'il va tourner un max, de manière un max efficace. Il fait pas du tourner-monter, c'est-à-dire que quand même, on parle de tourner-monter quand vraiment t'allumes la caméra et tu coupes la caméra au moment où le plan commence et finit pour raccorder directement au prochain plan que tu vas tourner. Je vous laisse sur les débats sur la voiture, j'en ai aucune idée. Pour moi, ça a une gueule de coccinelle, mais je pense pas que ce soit une coccinelle. Et donc, c'est des conditions qui sont super compliquées. Et les mecs, quand ils sont autour de la table pour scénariser, ils doivent un peu réfléchir à ça. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. C'est quelque chose que dit d'ailleurs Seijun Suzuki. Le mec disait, ouais, moi ce que j'aimerais c'est faire des films d'action à gros budget. Genre si lui il aurait pu faire un film Avengers, il aurait été trop heureux. Mais non, il avait que des petits budgets et tout, et puis voilà, il imitait son cœur et sa patte, et c'est très très bien. Donc je vous dis tout ça pour comprendre les prochaines scènes qu'on va suivre, parce que ça va mettre en adéquation avec un autre élément, c'est que Seijun Suzuki c'est un réalisateur qui a fait la guerre, qui a été marqué par ça, il a été se battre à Taïwan notamment. Il a été faire un peu de bagarre en Taïwan et aux Philippines, si je dis pas de bêtises, et il a témoigné pas mal sur le fait qu'il a été assez marqué par à quel point la violence c'est débile. C'est un truc qui l'a un peu surpris, c'est de se dire putain la violence c'est vraiment complètement con, c'est vraiment absurde. Donc c'est pas quelqu'un, il faut imaginer qu'il bosse dans un studio qui met en place des films qui montrent des trucs de violence et tout, mais des fois très nobles, et puis des héros qui vont tuer les petits ennemis, et puis ils sont trop forts, etc. Il a pas trop ce mood-là, lui. Lui, il est en mode non, ça craint, non, j'aime pas ça. Il va plus faire de la parodie de violence, et on est limite sur de la parodie par moment. Et donc c'est intéressant parce que il sabote d'une certaine manière l'aura qu'essaye de produire le studio pour lequel il travaille. Et maintenant qu'on a ça en tête, donc cette espèce d'adéquation entre le fait que le gars n'a pas beaucoup de budget et qu'il trouve la violence absurde, et on se retrouve dans des scènes d'assassinat qui sont incroyables et qui sont un des trucs les plus marquants du film. Genre là, vous avez 2 tueurs. En vrai, vous en avez 3. On verra après le 3e. Et lui, il est caché dans cette voiture. Et du coup, on voit vraiment des plans des fois plus serrés sur la petite voiture où lui, il est caché sous le volant et il tient le volant comme ça. Puis tu vois la petite voiture qui se déplace et il essaye de choper les gars. Et en fait, il va réussir à les choper, voilà, à faire poum poum avec sa voiture, à les cogner les deux. D'une manière absolument pas crédible quand vous regardez le film, parce que vous voyez le méchant qui court, puis la voiture qui passe genre à 1 mètre, et puis le méchant qui s'arrête comme s'il s'était pris un coup dans le dos et qui s'écroule. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, l'important c'est que pour l'histoire, on a compris que, ok, les 2 méchants sont mis KO. Le problème qu'il a, c'est ça. C'est qu'il y a un mec qui est dans le bunker, là, pour le tirer dessus. La marque de la voiture du tueur. Putain. Ah, c'est merveilleux. Donc, comment il fait pour choper ce mec dans un bunker? Parce que là, il se dit, putain, le mec, voilà, c'est un mec tout seul. Contre un mec dans un bunker, c'est super chaud. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il court vers le bunker. Mais le mec, il est pas con. À l'intérieur du bunker, il s'est enfermé dans le bunker. Lui, il passe jamais. C'est fini. Donc, ce qu'il va faire plutôt, c'est qu'il va balancer un bidon d'essence dans le bunker. Il va mitrailler le bidon d'essence. Et bouf, voilà, il y a tout qui crame. Il fait cramer le bunker carrément. Et ça fait partie des trucs très cool du film. C'est que il y a une imagination pas possible. Et t'imagines vraiment les 7-8 gars chercher des idées, mais
toutes plus ouf les unes que les autres pour les mises à mort. Autre idée qu'ils ont, voilà, il y a cette affiche là, vous voyez, voilà, pub pour un briquet ou pour une cigarette, je ne sais pas exactement. Sauf que sauf que cette affiche, eh ben le briquet il s'ouvre et il se ferme, et du coup, hop, il va se cacher derrière avec son petit flingue pour tirer sur des gens, pour tirer pas sur des gens, mais sur la personne qui doit abattre. Et du coup, chaque fois il doit régler son tir quand le truc grimpe et se ferme, voilà. Et donc ils se sont emmerdés à faire un panneau comme ça pour ça, et je trouve ça très cool. Autre idée, et celle-là je la trouve incroyable, voilà, il y a un mec, il y a une cible, il y a un méchant, qui a un œil de verre, on sait pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, qui va du coup dans sa salle de bain, et laver son œil de verre au robinet. Notre héros, le numéro 3, comment il va le tuer? On est dans un hôtel, il loue la chambre du dessous, il démonte la tuyauterie, il passe son flingue dans la tuyauterie et il le flingue dans la tuyauterie. Voilà. Et là, j'ai envie de vous dire qu'on voit l'influence qu'il a eue sur le cinéma américain parce que c'est une scène qui apparemment... Alors, j'ai pas revu Ghost Dog depuis longtemps et je me souvenais pas, mais c'est un pote qui m'a dit quand je lui ai raconté cette scène, disant putain, c'est incroyable. Et ce pote m'a dit putain, c'est exactement la scène dans Ghost Dog. Et là, c'est un autre truc de nouveau. J'en profite pour rebondir sur autre chose en vous disant ça. c'est le vrai numéro 1, pas de doute. Non, c'est pas le numéro 1, je vais vous parler du numéro 1 après. Et Jim Jarmusch, Ghost Dog de Jim Jarmusch, c'est un film justement aussi avec un tueur à gages, etc., qui revendique cette très inspiré de ce film, et beaucoup de réalisateurs américains et même japonais aussi, Nagisa Oshima, Naruse, etc., ils disent qu'ils se sont inspirés, que ça a été une grande influence, que Seijun Suzuki est une influence. Et là, typiquement, je suis confronté au fait que Jim Jarmusch dit qu'il a montré son film Ghost Dog à Seijun Suzuki, qu'il a eu l'occasion de lui montrer en lui expliquant que c'était un hommage à son cinéma. Et il avait repris apparemment exactement cette scène du tueur qui va flinguer quelqu'un depuis les canalisations. Et Jim Jarmusch rapporte que Seijun Suzuki a vu le film et il lui a dit ton film il est bien, par contre c'est nul comme ton personnage y meurt. Parce que au Japon, nous, c'est important l'endroit où le personnage y meurt. Aux États-Unis, vous vous en foutez, mais je trouve ça nul qu'il meure sur un trottoir. Voilà. C'est l'anecdote de Jim Jarmusch. Et puis quand on demande à Seijun Suzuki, lui, il dit qu'il a jamais rencontré Jim Jarmusch. Voilà. Il dit qu'il en sait rien, que voilà. Tarantino aussi, hein, c'est cité comme je sais pas combienième plus grand film selon lui, etc. Mais c'est aussi un film que Quentin Tarantino adore. Mais après, c'est complètement son genre de film. Hein. Takeshi Kitano, qui s'inspire de très peu de réals, apprécie ce réal, enfin voilà. Alors, ils ont volé le précieux. Je vous en montre une dernière, là, regardez, voilà, il a le doigt comme ça, qu'est-ce qu'il fait avec son doigt, là, comme ça, sur un immeuble? Il check le sens du vent. Non, il vise pas, il check le sens du vent. Pourquoi il check le sens du vent? Parce que, regardez, il y a des gens, là, ils sont tous en train de se faire abattre. Il est en montgolfière. Mais quand je dis qu'il est en montgolfière, c'est pas qu'il est en montgolfière, c'est qu'il est sur la montgolfière, comme ça. Regardez, à plat ventre. Et vraiment, vous avez le plan où vous voyez les gars qui sont en train de faire leurs affaires, là. Et vous voyez vraiment le ballon qui monte avec lui dessus et son flingue pour leur tirer dessus. C'est hilarant et c'est génial. C'est génial. Donc, je vous avais montré la dernière fois, justement, les gars qui s'enfuient en télésiège après leur braquage. Ici, le mec s'enfuit sur une montgolfière, quoi. Et voilà. Et après, vous avez... C'est le dernier plan. Vous avez un tas de plans très oniriques aussi. Et c'est un truc qu'on retrouve de ouf. Ça y est, je vais voir ce film maintenant. Il faut le voir, il est très bien. Il faut s'accrocher parce que le scénario, vous comprenez pas tout. Il y a toute une dimension érotique du film aussi. On est on est sur un espèce de thriller. On est sur un thriller érotique, mais pas thriller et érotique ensemble en fait. C'est assez marrant. Et par exemple, ce plan, je le trouve super cool. Il y a plein de plans qui gèrent avec l'eau, avec la pluie, avec la douche, qui sont super intéressants que je vous ai pas mis parce que je voulais, parce qu'en fait, j'aurais dû vous prendre des extraits pour vraiment montrer comment il fait, comment il travaille avec ça et tout. Enfin voilà. Il n'y avait pas de passerelle de laveur de vitres. Faut bien improviser. Effectivement, c'était peut-être un peu ça aussi. Voilà. Donc il a fait ce film qui est incroyable, qui a marqué vraiment l'histoire du cinéma japonais. C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma japonais. C'est un des films qui a été
ou en tout cas un des films qui a eu une énorme influence, une grande influence. Et le film a fait un four pas possible quand il est sorti. Le film a fait un bide, autant public que critique. Et ça a permis à la Nikatsu de virer ce réalisateur. Le directeur de la Nikatsu, il a regardé le film, il a fait mais c'est de la merde, on comprend rien, allez ça dégage. Donc après des années de bons et loyaux services, le gars s'est fait virer comme un malpropre alors qu'il avait fait quand même, comme je vous l'ai dit avant, hein, une quarantaine de films en 10 ans. C'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Hmm. Mais du coup, lui, après avoir tourné ce film, il va plus rien tourner pendant 10 ans, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un procès à la boîte en disant mais les conditions de travail c'était infernal, et il va gagner ce procès. Mais vu qu'il a fait un procès, et vu qu'il a fait un procès, évidemment, il a aussi été beaucoup attaqué, etc. Et il va être blacklisté par tous les studios, par toutes les boîtes de prod japonaises. Il va y avoir une liste noire avec son nom dessus, et il ne sera plus engagé. Il faudra qu'il attende plus d'une dizaine d'années pour enfin revenir faire des films. Et, et voilà. Et après, il a refait des films, hein, je vous rassure. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore dessus je voulais vous parler d'un autre truc. Est-ce que je vous en parle? Je sais plus comment je voulais l'aborder. Oui, c'est aussi un réalisateur. On est en 67 au Japon. Il y a des mouvements étudiants, etc. Donc il est un peu apparu. Alors lui, il dit que c'est malgré lui. Mais d'un coup, il est un peu apparu comme le symbole et le fer de lance. Son film a été pris comme un manifeste contre justement le système en place, etc. Donc il a un peu devenu... C'est un réalisateur qui est devenu très symbolique, et le film lui-même est devenu très symbolique parce que le public s'en est emparé. Notamment les réalisateurs alternatifs, par exemple. Il a eu des soutiens de réalisateurs plus petits qui tournaient des trucs plus underground, etc. Et il a eu un soutien aussi des mouvements étudiants qui étaient en mode vas-y, c'est un mec qui filme pas des films, qui met en avant la famille, etc. Tout ça, voilà. Mais ouais, je vous ai pas du tout parlé du numéro 1, et je ne vais pas le faire parce que vraiment, je vous invite à voir le film. Et je vous ai montré du coup comment il fait pour tuer ses victimes, lui. Le numéro 1, c'est encore autre chose, c'est un niveau au-dessus. Mais je peux pas trop vous en dire parce que, entre guillemets, la seule victime de numéro 1, c'est le numéro 3. Enfin, quand je dis la seule victime, c'est pas qu'il va la battre, je vous dis pas déjà qu'il va la battre, etc. Je vous dis que c'est la personne que le numéro 1 veut abattre. Et c'est un truc qui va prendre des jours et des jours et des jours. Parce que c'est quand même le numéro 3, donc il faut pas non plus faire n'importe quoi, enfin voilà. Et bref, c'est super intéressant. C'est super intéressant comme film, c'est un film qui a été marquant pour l'histoire du cinéma. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé revoir. Je l'avais déjà vu, je l'ai revu et je l'ai trouvé assez ouf, quoi. Le numéro 1 se déguise en petite fille. Ah là là, on n'est pas encore sur Naked Gun. Je suis sûr que ce réal aurait fait des trucs dans ce genre-là. dans une autre culture et une autre vie, voilà. Mais voilà, c'était La Marque du Tueur. Vraiment, moi, je vous encourage à voir ce film. Il est incroyable. Je trouve que les plans sont très très beaux de manière générale. Il se déguise en pistolet de sa cible et pan. Il se déguise. En plus, oui, il se déguise. Ah ouais, il se déguise. Ouais, il se déguise en plus. Enfin. Ah là 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 là. Mais ouais. Donc ouais, super intéressant de voir comment le gars il travaille, de voir ce qu'il peut faire en fait en si peu de temps et de cette manière. C'est assez ouf quoi. Voilà. Et maintenant je vais couper la musique parce qu'on va passer au prochain film. Et pour le prochain film, j'ai une bande-annonce à vous montrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette bande-annonce? Et est-ce que vous avez vu ce film? Alors, je vous rattrape rapidement. Ça finit en Spy vs Spy, ton film. Malheureusement, le numéro 3, c'est compliqué pour lui. La version Black de King of the Hill, je n'ai pas vu. C'est Benon, c'est le même réalisateur que Benon, c'est un film de Jordan Peele, ouais, mais c'est Us, son deuxième film, pour le coup, sorti en 2019.
avec Lupita Nyong'o, Winston Duke et Elizabeth Moss. Tout ce beau casting. La bande-annonce donne envie, mais c'est la déception quand tu regardes. J'avais tellement détesté ce film. Oh, mais c'est très bien, on va en parler. J'ai pas vu un seul film de Jordan Peele. Ok. Je peux pas m'empêcher de l'apprécier, même s'il tient pas debout. Cool. Je comprends, vous avez des avis divers et variés. Et c'est intéressant parce qu'effectivement... Attendez, je crois que j'avais chopé des critiques du film. Je pense que... non, alors, avant de regarder les critiques, je vais voir les notes. Et puis comme ça, si d'un coup j'ai oublié quelque chose, ça me sautera aux yeux avec les critiques. C'est bien. Hum, J'ai vu que c'est un film qui divisait beaucoup aussi. C'est intéressant. C'est un film qui divise de manière générale, hein. Mais non, je vais vous montrer les critiques en premier. Ce sera plus fun. Hop. Je vous ai retenu les critiques négatives du film pour essayer de voir des éléments qui ne vont pas dans le film. Hop là. Et j'ai trouvé un truc qui est rigolo. C'est bien Jordan Peele de Key and Peele. Ouais, c'est lui, exactement. Ouais, merci Aurélien. Bon, du coup, juste pour résumer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'une famille qui va dans une maison de vacances pour passer des vacances, mais ils vont être attaqués par des doubles d'eux-mêmes, qui sont un peu chelous comme on a pu le voir déjà dans la bande-annonce. On est complètement sur un genre de film type Home Invasion, à la Funny Game, etc. Euh, mais un peu particulier, on va le voir, parce que le film s'affranchit un peu rapidement des codes, sans trop vouloir vous en dire. Moi, je tenais à dire avant tout, je trouve que ça se voit dans la bande-annonce, c'est un film. J'ai vu pas mal de gens quand j'ai lu des critiques dessus, euh, qui étaient hype par la bande-annonce. Et je trouve aussi que la bande-annonce est cool. Ça te promet un truc un peu mystère, et en plus, les plans sont cool. Les plans sont cool, c'est un bon réal, il a un bon chef-op et tout. Enfin, de ce côté-là, ça fonctionne bien. Et je trouve que le film a la cohérence de sa mise en scène. C'est-à-dire qu'il suit une petite famille, un peu bourge, mais pas non plus riche, quoi. Et ça correspond, enfin, qui a vraiment sa voiture, sa petite villa secondaire, etc. Et la réal, pour te montrer tout ça, est très propre et très léchée aussi. Il y a une adéquation qui est sympa, il y a un choix esthétique qui est intéressant parce qu'après on va parler de The Mist et on sera sur complètement autre chose. Et ça va être super intéressant de comparer, quoi. Tout le monde pleure très très fort. Non, ça va, je crois qu'il n'y a pas trop de monde qui pleure dans le film. Et s'il y en a qui veulent pleurer, ils n'ont pas le temps. Il y a aussi un grand travail sur l'ombre et le contraste, mais ça déjà depuis son premier film. Hum, Il y a, j'aime bien comme l'ombre. Je sais pas si on voit ici. Il me semble, j'avais vu un plan. Voilà, typiquement là, j'aime beaucoup le travail des ombres avec ce plan. Je le trouve très cool. Pour moi, c'est un des tout meilleurs plans du film. Avec cette lumière derrière qui fait étirer ses ombres, il y a une bonne cohérence. Le fait que vraiment là, ce soit plutôt clair et puis que les bonhommes là, il y a vraiment un truc du coup un peu effrayant quand on les voit. Le fait qu'il y ait ce petit changement justement où il change les bras. Alors là, on voit moins, mais des fois sur pas les visages. Attends. Ah, bah, il y a peut-être pas là. Il y a peut-être pas là ce que je voulais vous montrer. Oui, typiquement là. Typiquement ce plan-là, moi je le trouve cool. T'as vraiment l'impression, il y a pas mal de plans où t'as l'impression que l'ombre dévore le plan. Là, typiquement, t'as vraiment c'est cette lumière qui est assez douce, hein, qui vient du plafond et tout sur le personnage en train de danser. Tu vois tous les personnages dans l'ombre derrière et t'as vraiment tous les bords ici aussi qui restent dans l'ombre. Il y a ce petit carré de lumière, tout le reste est dans l'ombre. Je trouve que ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup de plans comme ça où t'as l'impression que l'ombre dévore le plan plus que la lumière chasse l'ombre. Et pour moi, ça vient du fait qu'ici, typiquement, la lumière est très douce. Et ça donne un truc assez différent de ce qu'on peut voir dans pas mal de films. Ça donne cette espèce d'aspect, t'as l'impression qu'il y a un truc un peu éthéré, tu sais. Qu'on retrouve d'ailleurs dans La Marque du Tueur dont on a parlé avant. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez joli esthétiquement. C'est un gars qui aime bien essayer de faire des trucs esthétiques qui fonctionnent pas mal, des trucs propres comme ça. Des plans très propres. Et quand on va comparer ça avec The Mist, ça va être assez rigolo. Euh... Papapam. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant les critiques que j'avais retenues là-dessus. Euh, Je veux dire aussi qu'il y a des éléments. On va revenir sur les éléments symboliques. Je regarde un peu avant la suite.
Pam. Où est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai perdu. Non, c'est bon. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là. C'est ici. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ça. Hop. Je vous ai pris quelques critiques et j'ai commencé par CNews. Pour vous montrer, et ça peut peut-être vous choquer, CNews a adoré le film. CNews a adoré le film. Ils ont mis 5 étoiles sur 5. Après, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'ils l'ont pris en mode ah, t'as vu, putain, c'est un film, il y a des blagues qui tapent sur des blagues. Franchement, on adore. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cousin de C16? J'espère pas. Alors, les repas de famille doivent être assez compliqués. Après, c'était 2019 aussi, c'était une autre époque. Je ne connais pas très bien les chaînes françaises, je vous avoue. Peut-être que c'était différent en 2019, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils feraient une critique comme ça. Ils ont l'air de toujours axer la communication sur les larmes, en tout cas dans les affiches. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, t'as raison en fait, maintenant que tu le dis. C'est vrai qu'il y a une symbolique des, des larmes où je suis passé un peu à côté. Dans le même genre d'horreur, mais avec une vraie histoire, il y a la série Them sur Prime qui marche très bien. D'accord, je connais pas du tout. Bon, du coup, qu'est-ce qu'ils disent CNews? Ils disent ce film de genre offre des scènes de violence crédibles, une tension qui ne cesse de grandir au fur et à mesure de la nuit, et une bonne dose d'humour qui vient apporter un peu d'oxygène. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'ils nous disent qu'il y a une tension qui grandit au fur et à mesure que le film avance, en fait, et en même temps, il y a de l'humour qui calme cette tension. Donc moi, quand je lis ça, je vous avoue que bon, j'ai pas eu accès à tout le reste de la critique, mais j'ai un problème avec cette idée de... On félicite le fait que la tension grimpe de plus en plus, et on félicite le fait qu'on casse la tension à des moments. Il y a une incohérence que j'ai de la peine à saisir, mais après bon, il tape pas sur le film, donc je vais pas non plus râler. Le casting est à la hauteur de l'intrigue, avec notamment la présence de l'actrice Lupita Nyong'o. C'est vrai que l'actrice principale est très très bien. Attends, il y avait de l'humour? Ouais, on va reparler de l'humour. On va reparler de l'humour, je vous assure, c'est un point important pour moi qu'il y a dans ce film. Comme dans Seigneur des Anneaux, en fait. Et là, on arrive sur les critiques 0,5 étoiles. On va voir des éléments qui reviennent à plusieurs reprises. Alors, Gabriel Faible, il a fait une seule critique. Il a créé son compte pour parler de ce film en 2022, donc pas à sa sortie. Il nous dit nul à chier. Tout est parfaitement mis en orchestre pour que l'ambiance ne fasse même pas un peu peur. En plus de ne pas être effrayant, le scénario est flou. Le scénario est flou. J'aime bien cette expression. On n'a pas réponse à toutes les questions qu'on se pose durant l'intrigue. Je reste sur ma faim. Voilà, donc lui il est fâché parce qu'on est face apparemment à un film qui est un peu cryptique. C'est-à-dire un film qui va te donner des infos, et après il va te dire vas-y, fais-en ce que tu veux, démerde-toi. Et lui il est frustré par ça parce que Gabriel Faible, il aurait voulu qu'on lui explique tout. Ok, très bien, donc c'est noté. On passe au suivant, c'est un visiteur qui dit du grand n'importe quoi, histoire incompréhensible, ni horreur, ni thriller. Le début, pas mal, hein. On se pose des questions, puis ça part dans tous les sens, dans tous les camps. Déçu. Un autre truc que je me suis demandé, il y a beaucoup de déçus et d'utilisateurs qui genrent au féminin, enfin qui écrivent de sorte à ce que ça genre au féminin, et je ne sais pas si des fois c'est des fautes ou si vraiment il y a beaucoup de femmes qui écrivent, et je trouverais ça hyper intéressant si c'est le cas. Qu'il y ait autant de femmes qui écrivent des critiques sur Allociné. Où moi, j'ai toujours eu plutôt l'image que c'était les mecs qui étaient en mode j'ai besoin de donner mon avis et tout. Je ne sais pas. Ça me donne envie de faire une étude sociologique sur la question. Quand tu crées un compte juste pour poser une seule critique, c'est que vraiment, tu avais une vérité à tartiner à la face du monde ignorant. Ouais, non, c'est clair. Ça se moquait pas quand ça lisait CNews, je dis ça, je dis rien. Quoi? Mais parce qu'ils ont fait une critique positive, je pouvais pas. Et la preuve, Aurélien a trouvé ça décevant. Du coup, c'est une femme. Oula. Je n'irai pas si vite en besogne. Moi, je trouve intéressant, il nous dit qu'il n'y a pas d'horreur, qu'il n'y a pas de thriller, ça fait pas peur. Le côté thriller, il est absent. Voilà. Et l'histoire est incompréhensible, de nouveau. Donc, on a des éléments qui reviennent. On passe au suivant. Alors, lui, je crois qu'il m'avait bien fait rire. Sérieux, je crois que même moi, j'aurais fait mieux. Vous voulez rire? Allez-y. Vous voulez vous faire peur? Changez d'adresse. Même à Navet, c'est meilleur. J'aime toujours beaucoup les gens qui disent moi, j'aurais fait mieux. Voilà. Et vous voulez rire? Allez-y. Il y a pas mal de gens qui ont dit bah, ça leur a pas fait peur, ça les a fait rire. Pourquoi pas? Mais oui, le changer d'adresse, j'ai pas très bien compris ça. Je ne comprends pas les signes qu'il y a après.
Pourquoi il y a le signe féminin? Pourquoi il y a un kanji que je sais pas ce qu'il signifie? Je sais juste que le premier c'est le moi là, mais vu que c'est une clé et pas un élément, tous ensemble, en fait, je ne sais pas ce que ça fait. Hmm. Ah, c'est des emojis qui sont pas passés sur le site. Ok, merci Bog. Ouais, effectivement. Effectivement. Je suis con, j'aurais dû y penser. Suivant. Lui nous dit: fuyez ce film, aucun sens, complètement grotesque, scène ridicule sans aucune crédibilité. Vraiment, prenez en compte mon commentaire, c'est une vraie escroquerie cinématographique. Et celui-là, je le trouve adorable. Il y a un côté vraiment genre le film, c'est grave, il faut pas le regarder, faites attention et tout. C'est une escroquerie carrément. Et je trouve ça assez ouf. Ah, attends. Voilà, 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 voilà. J'aime beaucoup le côté complètement grotesque, scène ridicule sans aucune crédibilité. On rejoint le gars qui disait avant qu'on peut rigoler un peu. Et on va faire un petit bilan après de ce qu'ils disent. Je crois qu'il en reste un. Pile est une escroquerie, c'est le bon terme. Problème d'encodage, ouais, mot compte triple sur la fin, oui. Une escroquerie cinématographique qui s'est donné de la peine. Après, vous avez vu, hein, c'est des commentaires, genre il y a eu un like, il a eu 4 dislikes, quoi. Et j'ai pas regardé ceux d'avant, hein, on peut juste recheck. Non, bon, pas très intéressant. Ok, donc je vais vous montrer, je crois, ce qui est le dernier, ou un des derniers. Ouais, c'est le dernier. Il m'a bien fait rire. Oh, un scénario nullissime, qui n'a aucune cohérence, des acteurs minables, même si c'est censé être du surnaturel, c'est tellement long et peu crédible que cela ne donne pas peur, mais surtout envie de dormir. Quelle est cette société qui nous abreuve de navets aussi ridicules? Pas étonnant si le QI moyen y baisse. La dernière, je l'ai gardée pour la dernière phrase, elle est incroyable. Le gars qui te parle du film et puis il parle de ce film pour te dire: putain, la société, il y a le QI qui baisse, quoi. C'est merveilleux. Il n'y a pas de journal qui a fait une critique 0 étoile, que des utilisateurs. Je pense que oui, mais j'ai pas regardé, j'ai pas retenu. J'ai parcouru rapidement. Et après, je me suis dit, bon, c'est pas intéressant, je vais regarder ce qu'ils disent les gens. Parce que voilà, ils font des commentaires aussi qui sont un peu rigolos des fois. Donc c'est parti. Après, Halluciné, personne n'a jamais pris ce site au sérieux en France. Tu rigoles, mais en même temps, j'avais lu des bouquins justement sur la critique amateur, et Halluciné, c'est le meilleur site pour de la critique amateur, si tu veux bosser sur qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et du coup, les études que j'ai lues se basent tout le temps sur les critiques qu'il y a sur Halluciné. Et un peu après sur d'autres sites un peu à part et tout, mais c'est principalement Halluciné parce que c'est une mine d'or là-dessus. Voilà, voilà. Du coup, c'est assez intéressant. Personne ne va dessus. Alors moi, je vais dessus assez régulièrement, hein. Moi qui m'intéresse à la critique amateur et voir ce que des gens qui parlent pas de cinéma de manière générale, qui parlent pas de cinéma en général, ou bien qui me dit tiens, je veux voir un peu quel recensement il y a des différents médias qui ont fait des critiques, je vais sur Allociné. C'est un attrape débile. Alors je suis débile et je me fais attraper très volontiers. Du coup, on a pas mal de critiques, hein. On a pas mal de critiques. Des trucs plus intéressants, des trucs moins intéressants. Je vais remettre ça parce que je trouve ça sympa. Hop là. Hop là. J'allais sur Allociné uniquement pour Nanarland et Faux Raccords. C'est vrai qu'ils ont des émissions qui étaient sympas. Moi, mon premier compte où je faisais des critiques, c'était un compte Allociné aussi, il y a très 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 longtemps. Mais oui, moi je trouve intéressant au regard de ces différentes critiques qui mettent 0,5 étoiles, c'est que ce sont beaucoup des critiques qui reviennent sur le fait qu'on ne comprend pas le film, sur le fait qu'il fait pas peur aussi. Et du coup, il y a vraiment ce double côté cryptique et puis qui fait pas peur. Et je rejoins plutôt ces critiques. C'est comme si les évaluations du public général valaient rien. Montre-nous tes 0,5 étoiles. Je peux vous montrer mes 1 sur 10 sens critique, hein. J'ai tout repassé sur sens critique après. Personne n'allait dessus et allait écouter ailleurs. Leur base de données est dans les choux depuis le début. Alors je sais pas, moi j'ai l'impression que... Moi j'avoue, j'y vais vraiment juste pour les critiques. C'est-à-dire juste pour les recensements de critiques et pour lire les avis d'amateurs aussi. Le reste, je regarde pas plus que ça, dois-je avouer. Après, si je veux savoir des choses sur le film, je vais plus sur IMDb, sur les Wikipédia, ou je tape le nom du film sur Google Scholar, selon la nature du film évidemment, ou bien je regarde ce qu'a pu se faire, etc. Enfin voilà.
Ou si j'ai le DVD, je regarde les bonus DVD. Là, à chaque fois que je vous parle de films, typiquement Seijun Suzuki, si j'ai pu vous dire des trucs dessus, notamment par exemple les interviews de réalisateurs, c'est parce que il y a des bonus DVD. Des bonus DVD qui sont d'ailleurs pas très ouf dans ce film, dans celui-ci en particulier. Mais je ne sais pas. C'est peut-être les autres sources que j'avais vues qui disaient des trucs un peu pas ouf. Typiquement, ils disent que la prod l'aimait beaucoup et puis que du coup, il pouvait faire ce qu'il voulait dans ses films. Bah, en même temps, le gars, il s'est fait virer, quoi. Donc, ça m'a l'air quand même un peu, ça m'a l'air un peu compliqué. Enfin, bref, je vais pas faire de digression trop lente, trop longue, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu quand même. On va parler un peu plus en détail de Us. Qu'est-ce que c'est vraiment ce film? Est-ce que ces critiques ont raison de le descendre comme ça, ou est-ce que c'est un film génial, etc. Évidemment, on va avoir un avis tout nuancé, etc. Tout ça, ce que vous voulez. Comme j'ai dit déjà, le film il a la cohérence de sa forme, c'est-à-dire que c'est un film avec des gars qui sont bien installés, et puis donc on va filmer tout ça de manière assez léchée, de manière très propre, etc. Voilà. Utilisant le chat pour la première fois. Bonjour monsieur Passon, bienvenue. Justement, les producteurs aimaient pas Suzuki, vu qu'il foutait souvent du cul dans ses films et que le public comprenait pas pourquoi. Alors, je sais pas si tu parles de sa période après la Nikatsu, mais avant cette période-là, s'il en mettait, c'est parce qu'il se basait sur les scénarios et lui ne touchait jamais vraiment au scénario. Donc, de ce que j'ai compris, après, je ne suis pas un grand expert de Suzuki, mais je sais qu'il respectait le scénario, mais en prenant des libertés créatives sur la manière dont il réalisait le scénario. Donc, après, s'il y a des scènes de cul dans le scénario, c'est normal qu'il y ait des scènes de cul à l'écran, quoi. Et en même temps, c'est vrai que dans La Marque du Tueur, il y a plusieurs scènes de cul. Mais en même temps, c'est aussi la Nikatsu, c'est une prod qui était axée aussi sur le Pinkueiga. Donc, ah, après, d'accord. Et mon pseudo, c'est Poisson. D'accord, monsieur Poisson. Eh bien, bienvenue à toi et merci pour cette information. Alors, je n'ai pas regardé, vu que je me suis arrêté à La Marque du Tueur, je n'ai pas regardé effectivement les informations sur la suite. Je sais juste qu'il a pu reprendre ses films. Et vu que j'ai regardé le volume 1 de Seijun Suzuki et que j'ai les deux autres, mais que je ne les ai pas encore vus, je pense que je découvrirai ça prochainement et que je vous en reparlerai prochainement aussi, du coup. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. En tout cas, tout ce que j'ai vu de lui, jusque-là, j'ai bien croché. Et je serais curieux de voir comment il a évolué après sa période à la Nikatsu. Pour revenir à Us, on a de la peine à rester concentré sur Us, mine de rien. Après, j'ai pas vu non plus masse de ses films, j'ai dû en voir 3. Juste, je sais qu'il racontait ça en interview et qu'il trouvait que ça le faisait rigoler. Ouais, mais j'ai trouvé qu'il fallait faire attention à ce que ce réal en particulier disait dans ses interviews, parce que je l'ai vu dire des trucs, genre Jim Jarmusch a parlé longuement de sa rencontre avec lui, avec ce réalisateur, et Seijun Suzuki, quand il en parle, bah, lui dit oh, j'ai jamais rencontré Jim Jarmusch. Puis il le fait, mais un peu en rigolant, et tu sais pas du coup si c'est juste qu'il veut pas en parler ou quoi, etc. Mais apparemment, c'est plus Jim Jarmusch qui dit la vérité que lui. Enfin, du coup, je ne sais pas exactement quoi. Voilà. Mais, et en ayant vu l'interview qu'il y a justement dans le DVD, je me disais, ouais, il y a des trucs qu'il dit qui collent pas de ouf, mais même qui collent pas de ouf avec le film que je viens de voir, quoi. Et il rigole souvent à la fin de ses anecdotes, donc je pense qu'il faut prendre avec des pincettes ce qu'il dit. Mais après, ça m'étonne pas qu'effectivement aussi, s'il peut faire durer une scène de cul, il va le faire, etc. Mais enfin, ou il le dit peut-être juste pour la provoque. Bien, trêve de digression, essayons de revenir sur Us, de faire un peu le point. Ils sont rencontrés en rêve, c'est ça. De ces critiques, comme on l'a dit, du coup, on voit les deux principaux problèmes, c'est que le film fait pas peur et puis que le film il est très cryptique, il est difficile à décrypter. Et effectivement, c'est un film qui était travaillé dans sa forme. C'est un film très formel et qui va utiliser sa forme pour essayer de passer ses messages. Et donc, il faut décrypter un petit peu ça. Qui a vu Us ici? Pas moi, pas moi. C16 l'avait vu, Aurélien l'avait vu. De ceux qui ont dit qu'ils l'avaient vu. N'hésitez pas, ouais, si vous avez vu Us, à dire ce que vous en avez pensé. Il faut partir. Moi, je pense que pour bien parler de Us, il faut partir déjà de son titre, qui est Us. C'est pas rien comme titre. C'est un réalisateur qui adore genre les titres comme ça. Nope, Us, Get Out, il est plus long quand même, effectivement. Mais ça reste court. Et Us, bah, ça évoque les USA, déjà de base. Et Us, ça évoque surtout nous. Et du coup, je trouve que ça évoque à la fois deux éléments importants du film, qui vont être traités tout le long du film, qui sont à la fois le symbole des States comme pays capitaliste et comme pays qui engendre quand même beaucoup d'inégalités sociales. Et à la fois, ça nous parle de révolution. Nous, Us, nous,
C'est le principe de base d'une révolution. C'est plusieurs individus qui se mettent tous ensemble pour réussir à réaliser une révolution. Si une révolution ne se réalise pas, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas assez, que le nous n'est pas assez grand, n'est pas en lettres capitales. Voilà. Ah tiens, oui, Us. Juste vu Get Out. Pas moi non plus, mais j'aime très peu Jordan Peele. Je nous oui. Voilà, je percute que maintenant. Donc, on a déjà un peu le thème du film dans le titre. On va revenir assez rapidement dessus. Le film, je vais vous spoiler un petit peu. Enfin, on le voit déjà dans la bande-annonce. C'est vraiment cette famille avec eux-mêmes qui arrivent. Donc, nous qui arrivent en face. Et si on prend ça au prisme de ce qu'on vient de dire, eh ben, ça nous montre en fait tout simplement des gens qui ont des privilèges. Qui sont littéralement attaqués par leurs semblables qui font partie d'une classe basse. C'est un truc qui va revenir beaucoup dans le film, et le film va beaucoup travailler cette dichotomie entre des classes qu'ils considèrent comme étant les classes privilégiées, etc., et les classes, le petit peuple qui travaille pour justement faire fonctionner cette société et que les autres puissent profiter. Du coup, le film, en plus avec ce côté, comme on parlait des ombres et tout avant, ça me fait penser à ça. C'est un film qui va afficher les côtés obscurs des privilèges de ces personnages, de ces héros. Et je vais vous donner un exemple concret. C'est tout simplement que les personnages qu'on voit à l'écran et qui sont touchés par cette révolution, bah, c'est tous un peu des bourges. C'est des gars qui sont dans leur maison, dans leur résidence secondaire, par exemple. Et donc, c'est les héros qu'on suit. C'est leurs voisins. Qui vont être attaqués justement par leur double. Et les doubles, ils viennent d'où? Les doubles, ils viennent de sous terre. Il y a une disposition géographique, du coup, où les doubles, eux, ils sont sous la terre, ils sont plus bas. On pense à Parasite, qui a utilisé aussi cette métaphore et qui avait marqué aussi les esprits. Et en bas, c'est super intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit? Je crois pas qu'on le voit ici. En fait, on voit à quoi ça ressemble en bas, mais on a une longue scène où, à un moment donné, on va se rendre compte que, voilà, dans ces couloirs-là, une de ces portes, qui sera très importante dans le film, on a une salle de classe. On a une salle de classe. Pardon, faudra que j'aille me rechercher de l'eau après ce film. On a une salle de classe qui nous indique que justement, bah, s'il y a révolution, c'est qu'il y a eu une éducation à cette question de différence de classe, etc. Il y a eu une étincelle, et donc on passe à nouveau justement par cette métaphore. On a un personnage qui est en bas, qui est dans ces terrains, enfin qui est en bas, mais qui a connu en fait le en haut, parce qu'on échange les personnages en début de film. On voit dans la bande-annonce, il y a la fillette qui se voit elle-même, etc. Bon, on a un échange qui est, je vous spoil complètement le film, hein, parce que c'est pas très important du tout, et je trouve que c'est même pas très ouf. Il y a une espèce il y a un échange qui se fait justement entre la gamine du en bas et la gamine du en haut. Ce qui fait que la gamine du en haut, qui a connu tous ces privilèges, qui sait comment ils vivent les gens en haut, elle va enseigner à tous ceux qui vivent en bas en leur disant putain, vous avez vu putain, en fait, je vais vous raconter, en haut, on se fout bien de notre gueule, hein, allez, on y va, et puis on fout le sbol, quoi. On fout le sbol. Et je trouve déjà, du coup, ça très étrange dans la métaphore, du fait qu'il y a un côté, bah, si la révolution, elle arrive, c'est forcément parce qu'il y a c'est forcément des gens qui viennent d'en haut à la base qui vont réussir à mener cette révolution. C'est très bizarre. C'est un côté genre le dernier samouraï, où si voilà il y a une révolte des samouraïs, et ben ça vient forcément d'un Américain, et puis voilà. Ça me fait un peu cet effet-là, donc ça me gêne un petit peu. C'est un peu étrange. Et maintenant, et ça en plus, je le dis pour cet exemple-là, mais en fait ça marche sur plein d'autres éléments du film. La métaphore elle est assez claire, c'est vraiment cette question de révolution, c'est des personnages qui viennent du en bas et qui travaillent, qui sont pas éduqués, qui savent pas parler, et puis qui subissent en fait tous les malheurs qui sont inscrits sur leur corps souvent. Soit ils peuvent pas parler, soit ils ont le visage un peu déformé, etc. Qui vont s'attaquer à ceux d'en haut pour essayer de prendre leur place. On a une scène, ça c'est un truc que je trouve cool, il y a par exemple... il y a... Je suis plus sûr, attendez. Oui, il y a Elisabeth Moss, voilà. Qui va se faire attaquer par son double. Sauf que l'actrice... Enfin, l'actrice, c'est pas vraiment l'actrice, mais... le personnage qui vient du en haut, elle a fait de la chirurgie esthétique, donc elle n'a pas tout à fait le même visage que l'autre. Et l'autre, quand elle va découvrir ça, bah, elle va vouloir faire la même chose qu'elle, donc de la chirurgie esthétique, donc elle va se scarifier la gueule. Et moi, en voyant le film, quand j'ai vu ça, j'ai pas compris, j'étais en mode mais pourquoi elle fait ça, elle est débile. Et après, j'ai compris. Après, en lisant, puis en comprenant les analyses et tout, j'étais ah mais attends, mais du coup c'est ça en fait. Et ouais, apparemment c'est ça.
Voilà, voilà. Mais du coup, cette métaphore, je trouve qu'elle a des limites et qu'elle est, même pour ceux qui ont vu le film, ou peut-être que vous pourrez m'éclairer, hein, mais moi j'ai trouvé que c'était pas mal éclaté, du coup, mine de rien. Euh, J'aimerais prendre l'exemple de la famille Blanche qui est massacrée. En gros, on a nos héros, et à côté de nos héros, il y a une autre maison, dans laquelle il y a une famille blanche, et un papa, une maman et deux filles, deux sœurs jumelles en plus, qui vont se faire massacrer. En tant que spectateur, moi, j'ai un phénomène de double réjouissance. Déjà, je me réjouis parce que on nous introduit cette famille, d'abord la famille normale et tout, mais de manière un peu régressive, où vraiment, genre, le père, si je me souviens bien, vous savez, il y a un truc un peu parodique des bourges qui, genre, boivent du champagne à 22 heures avec manteau de faux, non, c'est pas un manteau de faux, mais en peignoir et tout. Et, euh, et ils sont un peu relous, ils puent la thune, et ils puent le côté, on est fier, le côté un peu suffisant envers les autres, vous savez. Du coup, quand il y a leur double qui arrive et qui les massacre, bon déjà t'es surpris parce que oh putain il y a d'autres doubles, donc c'est cool. Et c'est doublement cool parce que t'aimes pas ces gens. Et du coup ils se font massacrer. Donc il y a un côté où t'es un peu content, il y a un côté un peu jouissif, le film il joue avec ça. Mais du coup effectivement ça crée pas vraiment de l'horreur, ça crée pas vraiment de l'attention parce que t'es pas tant attaché avec les personnages. On te les introduit en 3 minutes, ils se font massacrer en deux et puis on passe à autre chose quoi. Puis après, ben, du coup, il y a la famille Doppelganger, on va dire comme ça, qui les a butés, qui va être éliminé à son tour. Et c'est toujours très régressif, c'est-à-dire qu'il y a des gags, c'est marrant la manière dont ils se font éliminer, etc. Voilà. On n'est pas au niveau de la marque du tueur, hein, mais quand même. Je les aime pas parce qu'ils se font plaisir. Je les aime pas parce que le film me les introduit de sorte à ce que je n'éprouve pas de sympathie pour eux. Mais après, je vous avoue que quand même, quand il y a la meuf, mais typiquement il y a la meuf qui rentre par terre, moi je suis mal pour elle, j'ai envie qu'elle s'en sorte quand même. Et elle veut appeler les secours, et puis elle le fait avec Siri qui comprend rien, et du coup, le film, mais vraiment pour me distancer du personnage, va créer de l'humour, va créer de l'absurde. Parce que le film, il veut vraiment pas que vous vous attachiez à eux, c'est vraiment pas son but. Et en même temps, bah, vous pouvez pas avoir peur pour eux, du coup, parce qu'ils sont pas très agréables, parce que le film vous invite plus à rire de leur malheur qu'autre chose, quoi. Mais ouais, du coup, on est doublement content par ce que le film nous a proposé, hein, parce qu'il nous fait des gags et tout, et il nous montre les bourges qui sont éliminées, et les méchants qui remplacent les bourges, ils sont à leur tour éliminés, du coup. Hum, Et du coup, moi, j'ai imaginé la famille qui se fait tuer, et les doppelgangers qui, du coup, après ça, repartent errer. Ils ont une conscience où, en fait, bah, ils repoussent... du coup, ils sont pas attirés par le bling-bling de la maison, ils repartent juste. Et puis, il n'y a pas ce côté drôle. Et je me dis, ça aurait pas eu le même effet sur nous. Si d'un coup, après, ces bonhommes se font massacrer. Euh, et le film, il va du coup dans un sens de... Ben, il y avait cette famille Bourges, il te les construit en mode ils sont vraiment pas appréciables. Ils se font buter par les doppelgangers. Les doppelgangers, ils se barrent pas, ils retournent pas à leur état de nature, je sais pas où, tracer leur zone là. Ils restent dans cette maison et ils prennent vraiment la place des Bourges. Donc ils deviennent Bourges à leur tour. Et ils se font massacrer à leur tour. Et du coup, le film, il a un côté révolution permanente. Et il a un côté, on ne peut pas aimer ces personnages Bourges. Et que ce n'est pas du coup une question de personnalité du personnage, c'est une question de statut social. Il y a un côté comme ça, au partir du moment où les personnages sont assez aisés, ils ne sont plus appréciables. Je dis ça, hein, c'est par rapport au film. Il y a des films avec des riches qui sont super sympas. Il y a d'autres films où ils le sont beaucoup moins. Enfin voilà. Euh, une fois que j'ai dit tout ça, une fois que j'ai posé ça, une fois que le film essaie de nous proposer ça, euh, je trouve que ça ne marche pas. Parce que c'est faux. La famille qu'on suit depuis le début, elle fait partie de cette caste, elle fait partie de cette classe sociale, et sur cette famille, le film essaye de créer de l'attachement pour eux. Il essaye de faire en sorte qu'on ait peur pour eux. Euh, la famille, elle élimine ces doppelgangers qui n'ont pas eu le temps de prendre leur place, et on est content avec eux qu'ils aient éliminé justement cette classe faible qui a essayé de les éliminer, quoi. On veut qu'elle s'en sorte, et on souffre avec elle, on souffre pour elle. Quand le mari il se prend des coups de batte sur les genoux, putain, moi je suis en mode waouh, j'ai pas envie. Quand je vois la fille qui court et puis qui se fait courser par l'autre gamine et tout, moi je suis en mode oh non, cours, 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 va plus vite qu'elle, s'il te plaît. Il est là le film d'horreur, on a peur pour eux. Et du coup, la démonstration justement qu'on a à côté,
ben, je trouve qu'elle marche pas. Il y a un moment donné, il y a une limite, et on va voir assez rapidement la limite. Ben, le film, il va pas au bout de sa logique avec tout ça. C'est pas un film qui prône... Du coup, c'est pas un film qui prône la révolution. C'est un film qui prône la guerre de classe. Une guerre de classe, pour rappeler que, ben, y a des mecs comme nous, qui ont une vie de merde, et qui, pour nous permettre d'avoir une vie de merde, pour nous permettre d'avoir une bonne vie, ben, ils vivent, voilà, une vie de merde, etc. Et puis, c'est pas cool. Et puis, il va y avoir une guerre de classe, les gars. À un moment donné, on va tous s'en prendre plein la gueule, et ça va être super chaud. Et j'ai l'impression, du coup, que c'est plutôt ça que le film essaye de dire. Et qu'à partir du moment où tu le vois plutôt, justement, avec cette question de guerre de classe, bah, tu peux être attaché... à une famille d'une classe supérieure qui va après attaquer une autre, ou alors, bah justement, enfin, ouais, c'est très étrange. Et en même temps, bah, quand il y a cette guerre et que, du coup, bah, la classe supérieure se fait éliminer par l'autre qui peut prendre sa place, bah, ils se font éliminer à leur tour. En fait, le film, il est beaucoup plus maoïste que marxiste sur ce point. C'est assez particulier, quoi. Alors, c'est pas pour autant, je dis tout ça, hein, mais c'est pour moi, c'est pas pour autant que ça en fait un mauvais film. Ça, il peut défendre cela, il n'y a pas de souci. Hein. C'est voilà, il fait ce qu'il veut. Et puis, en plus que tout, c'est une question d'interprétation. C'est comme ça que moi je l'interprète. C'est comme ça que j'ai vu aussi d'autres interprétations. Euh, on ne décide pas d'un film s'il est bon. On ne statue pas d'un film bon ou mauvais sur la base de sa propre interprétation, parce que ça peut être notre propre interprétation qui est bonne ou mauvaise. Mais le problème, c'est que ça crée un bug de ton dans le film. Et pour moi, ça, c'est ce qui fait que le film il pêche de ouf. Et là, j'arrive au point, je pense, le plus important, c'est que toute la partie Home Invasion, elle est plutôt sympa. T'as peur pour les persos, t'es désorienté, tu comprends pas trop. Donc, le Home Invasion, on a ces 4 gens dans la maison et puis les 4 méchants à l'extérieur, les 4 doppelgangers qui essayent de rentrer, où t'as tout ce jeu qui est plutôt cool. Et finalement, ils arrivent à rentrer. Et puis après, il y a plein d'autres enjeux qui se font. Toute cette première partie de film est plutôt cool. Et plutôt cool, d'autant plus que Jordan Peele, il a un mérite, c'est qu'il teste des trucs. Il essaye des trucs. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Enfin oui, des fois, quand ça marche pas, ça crée un truc où t'es un peu en mode ça donne un peu ridicule. Mais bon, il y a un savoir-faire, c'est bien filmé, donc ça passe, etc. Il y a beaucoup de situations, genre le gamin qui court à quatre pattes, ça crée un sentiment d'étrange. Mais le truc, c'est que le sentiment d'étrange, j'ai l'impression, alors ça je ne sais pas, je suis pas psy, mais j'ai l'impression que tu peux à la fois t'en débarrasser en acceptant, pas en acceptant, mais en disant ouais c'est bizarre et ça te crée un sentiment de malaise et de recul, ou alors putain c'est bizarre, c'est rigolo, ça me fait rire et c'est ridicule. Voilà, donc c'est un espèce de risque assez particulier. Hein. Euh, Typiquement, même vous prenez des films de David Lynch, vous montrez à des gens qui ne regardent pas de cinéma et qui n'ont jamais vu de David Lynch, je pense qu'il y a plein de trucs qui vont dire putain mais c'est ridicule. Alors que quand t'es un peu ancré là-dedans et puis que t'as envie de te plonger dans l'ambiance, là, tu marches à fond, quoi. Et j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma de David Lynch. Enfin, voilà, mais c'est pas la question. Euh, Moi, j'arrive sur le... Il y a un point en particulier du film qui m'a ruiné le film. Et tout ça, ça me permet gentiment d'arriver à ça. C'est qu'on a toute cette partie de home invasion, etc., qui est sympa. Et puis, d'un coup, le film switch complet et il te fait... vas-y, les doppelgangers, là, ces fils de pute, on va les éliminer l'un après l'autre. Et d'un coup, on part dans une espèce de comédie qui casse toute la dynamique du film. Parce que les doppelgangers vont se faire buter, petit à petit. Et il y a un moment où les personnages font un body count. Et donc il y a la famille, ils ont éliminé, je sais plus, le mari, et puis je sais plus quel personnage. Et puis une partie de la famille à côté, vous savez. Et t'as la mère qui fait ouais j'en ai éliminé un. Et puis t'as la fille qui fait ah moi aussi j'en ai éliminé un. Puis t'as le papa qui fait ah bah moi j'en suis déjà à deux. Et à partir du moment où ces gens qui étaient menacés de mort, qui avaient peur pour leur vie, et qu'on essaie de nous créer justement quelque chose d'empathique, commencent à être en mode putain j'ai tué la personne, j'ai tué mon moi-même, et que j'en fais des blagues. Je n'arrive plus. Je n'arrive pas. De un, bah, j'ai plus trop d'empathie pour ces gens parce que c'est vraiment des psychopathes un peu, d'un certain côté. Enfin, pas des psychopathes, j'exagère un petit peu, mais le film ne me plonge plus dans une ambiance de ils sont sympathiques et il faut avoir peur pour eux et ils sont en danger. Et ça, c'est le deuxième élément, c'est que j'ai plus peur pour eux.
Ils se défendent au point où ils se font des body count et j'ai l'impression qu'on est maintenant dans un film de zombies où ça va être à celui qui tue le plus, quoi. Et en plus, à partir de là, et ça c'est terrible, à partir de là, dès qu'il y en a un qui tue un autre, bah toi tu te dis, ah putain, body count, tu repenses à ça. Et ça te sort de toutes les scènes. C'est vraiment, c'est une réplique, mais tellement nulle. C'est une idée tellement nulle sur le scénario, je trouve. Enfin voilà. Il y a une perte d'empathie de ouf. Les mecs qui éliminent, les mecs ils éliminent des enfants, concrètement. Et ils s'éclatent à le faire. Mais t'es là, mais attends, mais il y a un problème. Voilà, voilà. Et le message, il est plus clair du tout, parce que bah, on les suit, et c'est eux qui s'en sortent, et puis c'est présenté comme une bonne chose, et que ce sont les gentils. Mais moi, je suis un petit peu perdu. Voilà. Je suis un petit peu perdu. Donc, je suis assez mitigé, hein, le film, je le trouve très joli. Mais après tout ça, ben voilà, je suis obligé de dire que bah... Mais je suis pas fan non plus. Je trouve que c'est moyen. Parce que je trouve qu'il y a des bonnes choses. La première partie, je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a des symboliques qui sont intéressantes quand même, mine de rien. Et typiquement, les plans là-dedans, je les trouve bien. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais qui sont pas construites de manière très bien. Et ça, c'est un truc qui m'avait choqué, c'est... Get Out avait reçu, je crois, l'Oscar du meilleur scénario. Et moi, quand j'avais vu Get Out, je l'avais trouvé bien, sauf le scénario. J'étais en mode, mais le scénario, il est nul. Mais après, le reste, c'était cool. Donc j'avais été surpris qu'il soit reçu, qu'il ait reçu l'Oscar du scénario. Et pour moi, là, c'est le même problème. Je trouve que le plan est cool, mais il se base beaucoup sur son scénario, trop sur son scénario, pour développer son esthétique, pour développer plein de trucs, alors que le scénario en soi, il y a des problèmes. Il se prend les pieds dans ce qu'il veut faire, il s'écroule à la fin, et c'est dommage, parce qu'il y a des bonnes choses. Voilà. C'est un peu comme si tous les scénarios de Jordan Peele manquent d'un ou deux mois de travail, je sais pas. Putain, je me rends compte qu'on a parlé très 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 longtemps. Et qu'on est qu'au deuxième film, putain. Il faut qu'on passe à la suite, les gens. Donc, la suite, c'est parti. Je vais vous montrer la bande-annonce. Il y a un scénario, oui, il y a un scénario, et le scénario, il est vraiment très écrit. Hein. Il est très écrit, mais il manque de relecture. Je pense qu'il manque de quelqu'un qui vraiment arrive à lui dire, bah là, c'est pas très clair, là, je vois l'intention, tu peux le faire comme ça, là, ben, tu t'embrouilles un peu avec ce que tu disais avant. En fait, c'est moins, tu le dis pas assez bien, tu le dis trop fort, c'est plus, il faut tenir ce que tu dis sur 2 heures de film, parce que je crois qu'il fait quand même, il fait quand même une petite longueur, ce film. Enfin, voilà. Alors, le prochain, je vais pas vous montrer la bande-annonce. On est sur quelque chose de très différent, mais je pourrais vous montrer la bande-annonce quand même. Mais je vais commencer par... J'ai fait du travail, donc je vais commencer par ça. Allez, hop. Ouais, et je sais pourquoi j'avais fait comme ça, je me souviens maintenant. Est-ce que quelqu'un connaît ce film? Oh putain, la capture d'écran, elle pique un peu les yeux. Le scénario a juste été écrit pour faire une bande-annonce, pas plus. Non, il y a quand même plus d'ambition, mais... Je ne tombe pas dans la provocation, monsieur. Est-ce que vous avez ce film? Par hasard. On fait un frame d'avant l'heure. Mais en même temps, je vais pas trop tarder à... Je vais pas faire trop long le frame. C'est un film sorti en 2007. Un film américain. Et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'y passe. C'est un film avec Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Toby Jones, André Broger. Broger? Je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc on voit ici... Je vais vous dire le film après, et puis en attendant, bon, on y va. On voit ici notre héros de dos, qui est un noble artisan illustrateur, qui est en train de dessiner une affiche pour le livre de Stephen King, La Tour Sombre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je me suis arrêté aux 2 tiers du premier, j'ai vraiment pas accroché. Mais ce n'est pas la question. Donc ce gars, voilà, c'est son travail et tout, mais il s'est passé un truc particulier. Il y a eu un orage, et il y a un arbre qui est tombé. Et pas qu'un arbre, en fait, il y a plein de trucs qui est tombé. J'en ai lu 2,5. Ah, bien. Il y a eu pas mal de dégâts, voilà, et voilà, là il y a sa femme qui lui dit, bah il y a eu des dégâts, c'est pas cool, avec la tempête de cette nuit, c'est un peu la merde, etc. Aïe. Et lui, bah il y a de ça, les mains dans les poches. Du coup, sa femme, elle lui dit, ouais, dis donc, ben voilà, ben c'est la merde, vu qu'il y a eu tout ça, l'orage, ben faudra aller acheter des trucs pour réparer et tout. Et puis,
Le héros, lui, il répond ouais, je suis d'accord avec toi et tout, faut aller acheter des trucs pour réparer. Puis du coup, elle lui dit ben vas-y, puis tu prends Jimmy au passage. Jimmy, c'est leur fils. Puis lui, il fait d'accord, j'y vais. Et puis, ah oui, puis elle lui fait ah, puis propose au voisin d'y aller parce que le voisin, il a sa voiture qui est pétée et je suis sûr qu'il a plein de trucs à réparer. Puis lui, il dit ouais, ok, ben le voisin, c'est un énorme relou, mais vraiment, c'est un énorme, énorme relou. Mais je vais lui demander quand même. Et c'est pas n'importe qui, hein, c'est le gars de District 99, le chef de brigade et tout, qui est, qui est moins commode encore. Et tu sais qu'il y a un bail entre les deux là, c'est-à-dire qu'ils ont eu un truc en justice et puis le héros il a gagné, parce que c'est le héros, il peut que gagner, et lui il a perdu, donc lui il a un petit peu la haine, il a une tronçonneuse à côté, donc ça rassure pas forcément le héros, mais le héros il lui dit de manière très sympathique, ah putain j'ai vu, il y a ta maison, elle est toute pétée et tout, moi je vais au magasin, viens on y va. Donc ils vont au magasin. J'ai compris que c'est quel film, super fin, très joyeux, on va en parler. Ils vont au magasin, et là on arrive dans le magasin, regardez, il y a plein de monde, il y a plein de monde, il y a plein de gens. Il y a le héros qui est là, il y a la dame qui est là, il y a lui qui est à la caisse, il y a ce mec qui achète un truc, qu'on ne voit plus après d'ailleurs, il me semble, il y a un autre là-bas, enfin bref. Il y a tout ce petit beau monde, le magasin, il est vivant, il y a du monde, etc. Et là il y a un mec dehors qui court et qui saigne du nez. Qui court en saignant du nez, et effectivement, vous avez le film, je vais m'arrêter là avant de vous montrer la suite. Oui, je vais vous montrer quand même la prochaine. Il court et il saigne du nez parce qu'il est poursuivi par une brume. Il y a une brume qui s'installe, qui débarque, qui envahit tout. J'allais dire que ça a l'esthétique basique de n'importe quel film nul sur du Stephen King. Et ben voilà. Je vais revenir là, c'est The Mist, effectivement, de Frank Darabont, sorti en 2008. Frank Darabont, c'est le gars qui, avant ça, avait fait quand même Les Évadés et La Ligne Verte, et qui ne vient après avec The Mist. C'est un peu du niveau Ah purée, pourquoi j'ai Gérard Genette? Ça a absolument rien à voir, mais par... Oh, j'ai un blanc terrible. Par le réalisateur du Fabuleux Destin de Mélie Poulain, qui après débarque avec Alien 4. C'est quand même quelque chose. Et je vois pas le problème, c'est juste de la brume d'eau. C'est vrai, c'est vrai. Purée, si vous avez son nom, j'ai Marc Caro et Jean... Putain. C'est pas Dionnet, non, c'est un autre. Je vais me chercher à boire, ça va me revenir. C'est Jeunet, voilà, merci. Jean-Pierre Jeunet. Purée, j'ai bugué sur Jeunet. C'est difficile alors que j'adore la Cité des enfants perdus. Bref, il y a plein de moments dedans. C'est effectivement un film qui se passe dans le Maine, comme la plupart des histoires de Stephen King. Un père et son gosse qui font des courses, c'est une tempête de brume qui arrive dehors et ils vont rester un petit peu enfermés dedans. Au passage, du coup, je vous recommande le vidéoclub de Castle Rock. Il y a un épisode dessus et c'est un film qu'ils n'ont pas aimé. Donc si vous n'aimez pas le film, je vous invite à aller l'écouter. Prends la place de LMP Aurélien, ça sera plus simple. Oui, c'est parti. Je suis content d'aborder ce film après avoir parlé de Us, parce qu'on peut vraiment les comparer sur la dynamique sociale et comment tout ça est géré. Je trouve personnellement que The Mist gère quand même beaucoup mieux son récit et beaucoup mieux sa démonstration. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi, parce que je sais que c'est un film qui divise pas mal aussi, comme Us. Et je trouve passionnant parce que déjà dans la mise en scène, les deux films sont complètement un peu à l'inverse. Où Jordan Peele, il a une réalisation qui est très posée, qui est très calme, la caméra fait jamais de mouvements inutiles, etc. Alors que The Mist, on filme souvent caméra épaule, genre comme si on est sur un reportage, comme si on filme le quotidien, etc. Et du coup, on est sur quelque chose qui est moins léché, mais mais qui va permettre en fait à créer quelque chose, une ambiance très différente. Et puis je vais revenir dessus après. Il y a même des scènes où ils ont filmé à deux caméras apparemment. Je sais pas si c'était sur la plupart des scènes, mais sur pas mal de moments, ils tournaient à deux caméras épaules, etc. En disant aux gens ok, action, faites des trucs. Puis les gens faisaient des trucs, puis ils filmaient, etc. Et je trouve que ça donne un truc hyper intéressant. Voilà. Je trouve intéressant aussi du fait que les personnages sont pas forcément mieux écrits, hein. Les personnages sont un peu plus vides que dans Us.
Il y a des trucs qui sont un peu plus caricaturaux aussi, etc. Et pourtant, je le trouve mieux écrit dans l'ensemble de son récit. Parce que son but, au final, est plus précis. Il est moins brouillon, et je trouve que ça rend le film beaucoup mieux construit. Et je voulais vraiment m'arrêter sur les persos pour parler de ce film, parce que je trouve que c'est autour des personnages que le film arrive à tous construire. Je trouve que le héros, typiquement, il n'est pas très intéressant. Le héros, bah, il a une femme, un enfant, il est noble artisan illustrateur. Mm. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, il n'est pas plus intéressant que ça, quoi, le gars. Il y a pas énormément de choses à dire sur lui, et il n'est pas héros de film non plus. Il n'est pas très héros de film. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment des compétences surhumaines. C'est pas un Stallone. C'est pas un gars qui sait manier des armes. C'est un gars qui a comme seul trait héroïque, entre guillemets, c'est qu'il sait prendre l'initiative. C'est un gars qui a un peu un côté leader, qui sait prendre l'initiative. Il est un peu vif. Mais il n'est pas forcément bon pour faire de la bagarre. Il n'est pas forcément bon pour parler et négocier avec les autres aussi. Enfin, voilà. C'est un monsieur tout le monde. C'est un monsieur tout le monde plus, je dirais, mais c'est pas un genre un plus plus, tu vois. Il a un côté leader, mais sans avoir les épaules d'être un vrai leader et tout. Enfin voilà. Hum, Et donc c'est super intéressant parce que le héros du film est un peu effacé et c'est une super bonne chose. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas le personnage, ou c'est pas non plus, c'est pas elle, c'est pas lui. C'est tous les personnages ensemble. Et le film arrive très très bien à créer cette dynamique, je trouve. Et ça, c'est hyper cool. En gros, euh, le film est bourré de personnages, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Pour un film qui fait genre un petit peu plus d'une heure et demie, il est pas non plus hyper long. Genre, il y a lui, il y a son fils, il y a. J'en ai noté quelques-uns, j'ai noté ceux qui me venaient. J'écrivais ça et je notais les trucs qui me venaient en tête. Il y a lui, il y a son fils, il y a une meuf un peu mère de substitution, il y a une autre qui est un peu carriériste, il y a un grand motard balèze, il y a le chef du magasin qui veut gérer la situation et qui va finalement un peu suivre le héros plutôt parce que le héros il s'en sort mieux dans une situation de crise. Il y a un cow-boy un peu isolé. Il y a un redneck qui est très sûr de lui puis qui perd la boule. Il y a un autre redneck pas très malin qui perd moins la boule. Il y a une grand-maman qui essaie de rassurer les gens. Il y a un apprenti qui veut se la jouer héros. Il y a un militaire avec deux autres potes militaires aussi. Mais un des trois militaires, justement, bah, il a une relation avec une vendeuse, qui est la vendeuse qui est ici d'ailleurs. Euh, et la vendeuse, elle a assez peur un peu de tout ce qui se passe. Il y a un vendeur qui fait du tir et qui est super sympa. Il y a un avocat hyper incrédule qui est le gars que je vous ai montré avant. Trois petits points, parce qu'il y en a encore d'autres, quoi. Et c'est ça qui est ouf. C'est que le film parvient à faire exister tous ces personnages, et en même temps, il y en a tellement que bah, tu peux pas tous les noter, tu peux pas tous les retenir, et c'est pas important, parce que ce qui est intéressant, c'est la dynamique de groupe, encore une fois. Ce qui fait que quand moi je revois le film, là je l'ai revu pour la genre troisième ou quatrième fois, je me concentrais moins sur les personnages principaux, mais sur des personnages genre là, lui là, bah, c'est le chef du magasin, puis il est là à la caisse. Voilà. Je sais pas si c'est souvent comme ça, mais aux États-Unis, mais bon, voilà. Euh, Ça veut dire que tu peux voir le film plusieurs fois et tu peux voir les chemins des différents personnages, justement. C'est le genre d'œuvre qui aurait été mieux en série. Spoiler, non, pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense pas, parce que justement, on se serait emmerdé à beaucoup plus caractériser les personnages alors qu'il n'y a pas besoin de ça, j'ai l'impression. Tous insupportables, ces personnages. Pas un pour sauver l'autre. Ah, bon, on va en parler, on va en parler. Bref, je vous avais noté qu'il y avait tout ça. Il y a des personnages plus ou moins importants. Maintenant, comment du coup on fait pour construire un film avec tous ces personnages pour les rendre vivants, mais en les laissant un peu caricaturaux et puis que le film reste bien? Parce que moi, je trouve que c'est un bon film. Hmm, La série a été une terrible merde. Putain, je savais même pas qu'il y avait une série The Mist, quoi. Tu m'apprends ça. Annulé très rapidement. Ah bah, coup dur. Coup dur, coup dur. Bon, déjà, comment on fait fonctionner tout ce petit marasme de gens? Un, les personnages, on doit les reconnaître. Donc, ils ont tous des traits de caractère ou des traits physiques qui les rendent reconnaissables. Genre, les vendeurs, ils ont ces habits-là. Il y en a d'autres, lui, bah, il est grand, baraqué et tout. Et mine de rien, bah, il est black dans un bled où il y a quasi que des blancs. Il y a lui qui a genre une tête hyper normale, mais qui est couvert de sang, etc. etc. T'as plein de bonhommes comme ça, quoi. Ils ont tous un peu un truc. Ils sont tous caricaturaux sans trop l'être non plus, en fait. Et c'est ça que je trouve qui est super bien fait. Euh...
En plus, ben ceux qui en ont moins, ben voilà, j'avais noté lui. Ceux qui ont moins de caractère, moins de traits de caractère vraiment marqués, genre lui c'est un personnage qu'on voit du début à la fin du film et qui pourtant, ben, il est très oubliable, hein, mine de rien. Euh, ben, lui qui a moins de traits de caractère importants et puis pas vraiment une gueule hyper reconnaissable, enfin, pas une gueule qui sort du lot, bah du coup, on va lui donner un rôle sur certaines actions. On va lui donner, il va porter certaines actions, notamment celle de prévenir tout le monde en mode il faut rester dans le magasin, il y a des trucs dans la brume, au secours, au secours, au secours. C'est lui qui arrive et qui déclenche tout, quoi. Qui déclenche tout. Puis après, on le revoit plus, enfin, on le revoit plus, c'est un grand mot. Puis on le revoit à la fin. C'est super intéressant. Bah, ça, c'est la deuxième partie, c'est comment on rend tout ça vivant et puis efficace et bien foutu. Bah, la mise en scène des gens. La mise en scène qui est à peu près à l'inverse de ce qui se fait avec Jordan Peele de Us. Et bonsoir Ito Shirin. Avec ce grand bonsoir au majuscule, bienvenue à toi. Tu as raté la marque du tueur. Et Us, on est maintenant sur The Mist. Bon, on a bientôt fini The Mist, on va bientôt passer à la suite. Il nous reste encore quelques films sympas. Ça va super bien. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la mise en scène, oui. Comment on rend vivant tout ça? Bah, la mise en scène, les gens. La mise en scène, comme je vous l'ai dit, ils étaient avec une caméra ou deux caméras pour tourner, et caméra épaule. Et puis, on organisait tout ça, mais comme... on organisait un peu tout l'ensemble de ces figurants pour qu'ils fassent des trucs. Non, tu n'as pas arrêté K-pop Demon Hunter, on en parle après. Il y a encore 2 films avant, je crois, puis après, il y a K-pop Demon Hunter. Donc, t'inquiète pas, t'as le temps de prendre tes popcorn, de te poser, etc. Voire même de voir K-pop Demon Hunter une fois avant qu'on en parle. Au rythme où on va, parce que là, on fait long. Mais parce que je réagis pas mal aussi à ce que vous dites. Et puis, vous êtes pas mal à dire des trucs et ça me fait super plaisir, toujours. Le but, c'est qu'on échange, quoi, aussi. Donc, on a la caméra épaule, pour revenir là-dessus. On donne des directions générales aux gens sur ce qu'ils doivent faire, etc. On dit action, et après, on filme un peu ce qui se passe. Et du coup, c'est ça qui est trop cool quand vous voyez plusieurs fois le film, c'est que vous pouvez voir une scène en repérant tel perso, et la deuxième fois vous repérez tel autre perso, une autre fois tel autre perso, et vous voyez qu'ils font tous des trucs. Ils sont tous toujours là. Genre lui, il vient, il annonce qu'il y a la brume qui arrive et tout. Et après il disparaît, après il se passe plein de trucs dans le magasin, mais en fait il disparaît pas. On le voit souvent en fond, on le voit souvent, à un moment donné il dit une réplique par exemple, et puis voilà, mais il est toujours là, il est toujours présent, et puis tu le vois faire une action à un moment, etc. Et c'est super cool comme c'est fait, et ça rend vraiment le truc très crédible et très vivant, parce que tous ces personnages qu'on voit, eh ben, on les voit tout le temps, en fond. Et c'est comme toi dans une classe d'école et tout, où tu vois les autres élèves qui sont là, tu leur parles pas forcément, mais tu sais qu'ils existent, et si d'un coup ils sont plus là, t'as ce manque quand même. Et je trouve que du coup le film est hyper bon, a réussi à créer ça, quoi. Surtout pour l'avoir vu du coup pour la 3e ou 4e fois, là. C'est un film que j'aime beaucoup. Et du coup, en faisant comme ça, on s'attarde pas forcément sur un perso, à faire un plan hyper léché sur le perso, etc. C'est ça que je trouve trop cool. On peut juste plus laisser le truc vivre, le truc respirer, et ça fonctionne super bien. Après, on a quand même des plans qui sont très posés, etc. Il y a pas mal de plans qui sont très jolis aussi, hein, mine de rien. Mais je trouve que pour mettre en scène justement cet ensemble de gens, et puis l'horreur qui naît aussi des échanges sociaux qu'il y a entre ces personnages, je trouve que c'était un super choix de mise en scène. Un autre exemple, c'est par exemple le premier mort. Le premier mec qui meurt du film. On va passer à la suite. Voilà. Typiquement, ce plan, je le trouve trop bien. C'est un plan où la caméra, par exemple, elle n'est pas caméra épaule, ou alors le gars, il est super grand. Mais on voit justement tous ces gens qui regardent ça. Et puis, voilà, de dos, je peux vous dire que ça, c'est la meuf qui, je crois, va embrigader tout le monde. Ça, c'est justement le premier qui va die. Là, il y a le militaire qui va se faire machin, etc. Et on peut jouer comme ça, à les reconnaître, etc. Là, il y a le motard, etc. etc. C'est ouf, ça. Je trouve ça très, très cool. Pardon, je m'extasie beaucoup sur quelque chose qui est peut-être hyper simple. Mais voilà. Et je trouve que d'autant plus, quand tu fais un film dans une unité de lieu, avec de la brume dehors, c'est le film parfait pour faire un truc de poseur de ouf. Et le réal, là, du coup, Franck Darabont, dont je suis pas forcément hyper fan non plus de tout ce qu'il a fait, quoi. Bah, je trouve que là, il a eu un trop bon choix de pas faire un truc de poseur de ouf, et de se dire, vas-y, je fais confiance aux figurants, carrément. Je fais confiance aux acteurs et aux figurants,
et puis on fait un truc différent, et ça marche. Bon, du coup, ils sont là-dedans. Je vous ai mis une photo du gamin qui est en mode putain, il est un peu en stress le gamin quand même. Et voilà. Je vous ai mis, non, on va pas aller trop vite. Voilà, ça c'est la première mort. En gros, il y a un petit groupe de gars avec qui comporte quand même le héros. Ils vont derrière parce qu'il faut allumer un générateur et puis pour ça, il faut ouvrir la porte. Et ils ouvrent la porte et puis il y a un petit jeune, justement celui qui est de dos ici, là, lui, euh, qui est roux. Le roux meurt en premier. Qui est en mode ouais vas-y moi je suis un bonhomme j'y vais etc, il se chauffe un peu, t'as les deux rednecks aussi qui le chauffent en mode ouais vas-y et tout, puis quand t'as le héros qui est en mode non vas-y pas, bah les rednecks ils lui font le pète, pourquoi t'as peur, c'est vraiment redneck, c'est redneck 2000. Et ben ils vont ouvrir la porte du garage, il y a un tentacule qui arrive, il lui chope la jambe et le gars va se faire bouffer. Mais ça c'est une scène qui prend 2 ou 3 minutes et elle est hyper cool. La première mort est hyper cool parce que le jeune il meurt pas tout de suite. Genre, il se fait choper le pied, ils vont le retenir, ils vont essayer de trouver une hache, ils vont essayer des trucs, etc. Il y a un deuxième tentacule qui arrive, il se refait choper, ils arrivent à couper un des tentacules. Le gamin, à un moment donné, il y a un truc qui m'a hyper marqué. C'est qu'à un moment donné, il est vraiment tiré dehors et il n'y a plus personne qui le retient et tu te dis putain, c'est fini. Et lui, il est vraiment en train d'hurler et se débattre et en fait, sa tête se cogne contre ça. Donc, il tombe au sol évanoui en se prenant le coup de tête. Puis normalement, là, c'est fini. Il se fait attirer, puis c'est fini. Et en fait, non, la bestiole ne l'attire pas tout de suite. T'as juste le temps que les deux le chopent, et tout ça filmé en caméra épaule et tout, comme je vous ai dit avant, c'est hyper cool. La scène est hyper cool. Je pense que vous tapez, je sais pas, The Mist Death, vous pouvez la regarder sur YouTube, vous verrez, elle est cool. Et ils sont en train d'essayer de retenir le môme qui est dans les WAP. Et après, ben, il se réveille quand même. Et il voit qu'il est dans cette situation. Du coup, il se bloque encore avec la jambe contre la porte de truc et tout. Et là, il y a un autre tentacule qui arrive, puis c'est fini. C'est game over pour lui, quoi. Mais c'est ouf. La scène, elle dure. Et la tension fonctionne super bien. Et le fait qu'il se fasse pas emporter d'un coup, le film, genre, ça dure 3 minutes. Et pendant 2 minutes, le film, il te crée de l'empathie autour de ce gamin parce que vraiment, il fait tout pour s'en sortir. Il tient bon de ouf. Et même quand il est dans les pommes, il tient bon, quoi. Et je trouve ça complètement ouf. Enfin, je trouve que c'est une superbe idée. Donc voilà. Après, vous avez des plans plus poseurs. J'aime beaucoup ce plan, par exemple. Voilà, la bestiole qui vient se poser contre la vitre. C'est attiré par les lumières. Et vous voyez là les trucs qu'ils ont posés justement pour essayer de retenir. Alors, je sais pas, il y a des paquets de chips ou je sais pas ce que c'est. Voilà, il y a plein de machins. Et les insectes sont super bien foutus. Ça, je suis impressionné. C'est un film de 2007. Les bestioles sont vraiment bien foutues. Autant le tentacule. Le tentacule, il peut piquer un peu. Les petits insectes, là, ils sont trop bien. Et dans les commentaires DVD, quand le gars, il voit les petits insectes, il y a le commentaire, il y a Franck Darabon qui est en mode ah putain, les petits insectes, là, je suis tellement fier. Ah, ils sont trop bien, les petits insectes. Ah, ils ont fait un boulot de ouf sur les petits insectes. Il est fan des petits insectes, et du coup, je voulais rendre hommage aux petits insectes aussi. Et voilà. Et à un moment donné, il y a des bestioles qui rentrent dans le magasin, et regarde, c'est le chaos, c'est le bordel. Regarde, il y a le héros là, il essaie de se battre avec ce machin, mais il n'est pas très doué, hein, comme on l'a dit, c'est un héros plus. Enfin, c'est un monsieur normal plus, mais c'est pas un héros. Il y a un truc qui crame ici, il y a des têtes de gens là-bas, enfin, c'est le bordel. Et la caméra, du coup, elle tourne dans tous les sens. Et ça, c'est hyper cool. J'aime bien le plan où il filme depuis l'extérieur le magasin avec les insectes qui se posent. Oui, de ouf. Je vois exactement le plan dont tu parles et je trouve que c'est un plan aussi, que c'est un plan pas mal marquant avec la lanterne en plus comme ça. Ouais, il est vraiment cool. Voilà. Il y a un côté feu de l'action où la caméra, les deux caméras prennent le temps de filmer. Et puis ça, c'était une scène hyper galère apparemment à tourner. C'est une scène où ils ont tourné justement à deux caméras pour réussir à rendre compte de ce chaos. Et vraiment dans le montage, ça rend vraiment le chaos. C'est-à-dire que c'est impressionnant parce que la scène est à la fois chaotique et en même temps très lisible. Et je trouve que c'est rare de réussir à faire ce bon équilibre. Franchement, regardez la scène et vous verrez que c'est très très bien découpé. C'est fait de manière très... c'est très bien découpé les plans. Mais plutôt que d'avoir vraiment... de se concentrer sur cette action qui fait ça et cette action qui fait ça, etc. En fait, c'est ça. Mais avec plein de gens autour qui courent et qui font leur propre truc, etc. Et du coup, ça marche de ouf. Voilà, vraiment, pour moi, ce film, c'est une super leçon de mise en scène de caméra épaule. Ça fonctionne super bien, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais noté en plus ? Ça, je vous ai dit. Oui, puis ça, je vous ai mentionné aussi qu'on ne développe pas le background des gens. On n'a pas besoin. Ils sont pris dans un moment instantané. Voilà, ils sont pris, c'est un instantané.
On n'a pas de flashback, on n'a pas besoin de flashback sur ces personnages, on n'a pas besoin qu'on nous raconte leur vie. Le fait qu'ils soient là et qu'ils existent, c'est suffisant. Et ça, je trouve que c'est super important. Souvent, on se dit, putain, on a besoin d'un flashback et puis de raconter l'histoire des gens pour qu'on puisse avoir de l'empathie pour eux. Non, non, c'est des humains. Il faut partir du principe, c'est bon, c'est un humain. On a de l'empathie, point barre. Tant que c'est pas un connard, tant que c'est quelqu'un d'un peu normal et d'un peu gentil, et puis que c'est pas un connard, bah y a pas de souci quoi. Je pense qu'il faut faire confiance au public, et le public il peut aussi s'attacher à des gens sans forcément justement, voilà quoi. Enfin ouais, la question d'empathie au cinéma elle est super intéressante. J'aimerais beaucoup faire une vidéo une fois là-dessus. Enfin bref, et les personnages évoluent aussi, et ça c'est intéressant. Par exemple, le chef de la boutique qui veut tout gérer, qui veut gérer la situation, et puis il se comporte un peu comme le chef au début. Bah à la fin, plus du tout. Il joue pas du tout le héros. C'est pas, il est pas non plus le plus malin. Il va suivre, il va même quitter le magasin. Enfin, voilà, il vit des trucs quoi. Le boucher qui a une tête plutôt sympathique au début, ça devient. Il a aucune réplique du film. Il est effrayant à la fin. Il n'a pas besoin de parler. Le gars, il est effrayant. Le redneck second rôle, il est ouf. Le redneck second rôle qui au début en mode petite clopette, t'oses pas aller dehors, etc. Eh ben, le gars, il va vriller en mode je suis désolé, je suis tellement désolé, etc. Et ensuite vriller en mode hyper religieux, etc. Euh, Mais il y a un truc, par contre, où le film il merde. C'est ça. C'est la dame, là. La bigote, ici, la croyante. La croyante, elle est hardcore. Mais elle est trop hardcore, vraiment. Mais c'est vraiment... Attendez, je vais juste fermer les volets. Voilà, en fait, je comprends pourquoi ils ont placé ce personnage et tout, mais elle est trop hardcore et du coup, ça casse la dynamique de l'ensemble des autres personnages, quoi. C'est un personnage Squid Game, elle. C'est un personnage, elle aurait pu être dans Squid Game. Euh, En mode personnage un peu caricatural et puis too much dans ce qu'elle représente. Euh, c'est un personnage, par exemple, au moment où il y a encore rien qui se passe, hein, il me semble. Euh, il y a une autre meuf qui est plutôt sympa, elle, qui la voit, elle a pas l'air très en forme et tout. Oui, elle a un peu peur parce que voilà, ils sont enfermés là-dedans. Elle prie dans les toilettes et puis il y a l'autre qui arrive, qui toque, fait il y a quelqu'un. Puis elle est hyper fâchée parce qu'elle a interrompu dans sa prière et puis elle fait ouais, qu'est-ce que vous voulez? Puis elle fait bah, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Puis du coup, elle se rend compte ah ouais, effectivement, bon bah, effectivement, je dois laisser la place. Elle va pour sortir et puis du coup, la dame, elle lui fait, enfin celle qui est plutôt sympa, elle lui dit ouais, en tout cas, si vous avez peur, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous n'êtes pas seul, si vous avez besoin d'une amie pour en parler, je suis là. Puis bref, un mouvement très altruiste et très sympa. Et elle, mais de manière ultra gratos, parce que l'autre n'a rien fait. Mais vraiment, elles se sont pas parlé avant, hein, il me semble, dans le film. Enfin, vraiment, ça sort de nulle part. Elle lui répond ah, le jour où j'ai besoin d'une amie comme vous, j'aurais qu'à me courber et en chier une. Puis tu sais, moi je suis là, mais attends, ça c'est la scène de trop, c'est pas possible. Je comprends qu'on veut me la caractériser en mode c'est la meuf pas cool, tout, mais quand même quoi. Et du coup, il y a vraiment ce personnage qui sort du lot et qui a beaucoup d'importance en plus dans le film. Mais ça marche pas. Ça aurait marché beaucoup mieux si elle avait l'air moins violente et juste tarée. Parce que là, c'est plus une meuf hyper violente qui veut du sang et puis qui va utiliser des aspects religieux pour ça. Alors que si vraiment ça aurait été un personnage qui croit vraiment en ce qu'il dit puis qui essaie d'avoir l'air altruiste, vous savez, un personnage un peu sectaire, ça aurait beaucoup mieux marché. Enfin, je trouve que ça aurait été beaucoup plus cool. Pour moi, c'est la principale faiblesse du film, justement. Un film qui repose beaucoup sur ses personnages, et ben ce personnage-là, c'est la faiblesse du film. Par contre, où le film réussit de ouf, euh, c'est dans le truc de le plus grand danger, c'est pas la brume, mais c'est l'homme. Et je trouve que là-dessus, il gère super bien son truc, quoi. Euh, et je trouve qu'il le gère tellement bien que tout le truc, c'est en mode, regardez, des moments, les êtres humains, ils manquent un peu, ils sont pas toujours très altruistes, hein. Et toi, tu es en mode, ça fait chier s'ils arrivent à tous rester bien en groupe et tout. Et ben en fait, il y a plein de trucs qui peuvent être évités. S'ils arrivent à s'entendre entre eux, il y a plein de trucs qui peuvent être évités. Et, et oui, puis on se dit forcément ça. Et le truc qui, je trouve, marche bien dans le film, c'est qu'à un moment donné, t'as un personnage qui se fait buter. Et toi, en tant que spectateur, bah t'es trop content de ça. Et du coup, t'as échoué. Parce qu'effectivement, t'as été comme les autres. Et puis, t'as pas réussi à t'entendre. Voilà. À partir du moment où tu te réjouis de la mort des personnages et tout, bah c'est que voilà, c'est échoué. Mais après, le film, il cherche à te faire vivre ça aussi, hein, voilà. Enfin bref. Euh,
Donc ouais, bien joué au film, hein, moi je le trouve toujours très excellent. Je trouve qu'il fonctionne super bien par ses choix de mise en scène, par l'intelligence de son montage, par la simplicité de son message. Il arrive à faire un truc vraiment ouf. Petit mot sur la fin, du coup, vu que Ayla en parlait au début. Effectivement, donc je spoil la fin. Si vous voulez pas entendre, revenez dans 3 minutes. Je pense que ça sera amplement suffisant pour parler, pour évoquer la fin de ce film. Des connards, il y en a toujours. C'est même en partie nécessaire pour faire paraître meilleur le héros. Mais la cause du brouillard et la fin, moi, m'a tout gâché. Ouais, bah parlons de la fin. Du coup, je spoil la fin. À la fin, le héros, il arrive à convaincre ses potes à venir, on se casse en voiture. Ils se cassent en voiture. Et leur plan, c'est on roule, on roule, on roule, on roule, on essaye de sortir de la brume. Puis voilà. Puis du coup, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Ils n'arrivent pas à sortir de la brume. Du coup, le héros, il est en mode, bon, bah, j'ai un flingue avec 4 balles, on est 5. Suicide collectif, c'est parti. Il bute les 4 autres, dont son fils, putain. Et lui, après, il sort de la bagnole pour se faire bouffer. Et à ce moment-là, il y a les militaires qui arrivent et la brume qui s'éloigne. Et voilà. Et s'il avait attendu genre 2 minutes, rien, tout le monde serait vivant. C'est une des fins les plus tragiques, entre guillemets, de l'histoire du cinéma, mais de ce qu'on dit du cinéma moderne, on va dire plutôt, et du cinéma hollywoodien. J'ai jamais autant ri devant un film. Et ça, c'est trop bien que tu dis ça parce que je l'ai regardé avec quelqu'un qui, sur la fin, a éclaté de rire aussi. Qui a trouvé que c'était trop drôle. Et du coup, je suis trop content parce que du coup, c'est pas la seule personne qui réagit comme ça. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui réagissent comme ça. Moi, ça m'a fasciné. Moi, j'étais en mode, mais c'est pas drôle. Mais attends. Mais ouais. Du coup, je découvre que ça peut aussi produire ça, quoi. Un moyen de créer un peu, je pense, une distance avec cette fin assez fataliste. Enfin, voilà. Donc, elle est pas mal marquante, mais moi, je trouve. Alors, il y a plein de gens qui adorent et puis qui sont en mode, putain, un meilleur film meilleure fin de film d'horreur. Moi, je trouve qu'elle elle sonne vraiment gratuite quand même. Après, la fin du livre est pas ouf, hein. La fin du livre, c'est vraiment juste, je crois, il laisse une note dans une station-service en disant on a fait le plein là, on part là-bas, on sait pas où on va. Point. Si je me souviens bien. J'ai lu le livre il y a longtemps. J'ai pensé au bordel, les fils de pute. Ouais, je comprends. Mais c'est assez ça, ouais. C'est assez ça. Non, non, ils ont rien respecté, hein. Mais je trouve que la fin est un peu rush. Et t'as pas vraiment le temps de souffrir le truc, je trouve. Et en même temps, tu veux pas, le film, il veut pas trop te faire souffrir trop longtemps, quoi. Enfin, c'est la fin, voilà. Enfin, mais c'est chaud, ouais. La fin, elle est grave chaude. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un truc cool quand même dans cette fin. C'est le fait que le personnage, il prend des initiatives. Encore une fois, c'est un héros qui est pas parfait. Et dans plein de films, les initiatives du héros, c'est ce qui paye. C'est ce qui fait qu'à la fin, ça marche. Et là, l'initiative du héros, ça marche pas. Au contraire, ça tue tout le monde. Bon, ça les sauve quand même du magasin. Mais ça les tue à la fin, les autres. Et j'arrive pas à m'empêcher de voir ça comme une critique justement de ces films où le héros, il a la solution et ça marche. Et d'un coup, on te déconstruit ça en mode, on te casse ça en mode, bah non mec, ça marche pas comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt cool du coup. On peut en faire une lecture justement d'une critique du héros, même plus que du héros réganien, hein, du héros, du sempiternel héros de ces films qui prend les décisions et que c'est toujours les bonnes, etc. Enfin voilà. Une critique du héros à la Tom Cruise où Tom Cruise il est en mode où les gens disent mais comment tu vas faire, il fait t'inquiète, faites-moi confiance, puis il y arrive, puis voilà. Bah là le héros il fait t'inquiète, faites-moi confiance, puis ça marche pas. Voilà. Il y a un autre film récemment qui a fait ça et c'était toujours pas une bonne idée. J'ai pas compris pourquoi faire un suicide collectif, parce que ils sont dans la brime et puis il y a plein de bestioles et puis les bestioles te tuent de manière assez glauque. Enfin, les gars, la dernière victime qu'ils ont vue, c'était un mec collé contre un mur, encore en vie, dont les organes internes avaient été changés en nid d'araignée, quoi. Effectivement, moi j'ai le choix entre ça et l'autre truc. C'est un des effets les plus ouf du film, c'est ce corps de gars, un corps vivant, qui se détache du mur, enfin, en plus il y a le stress, etc., qui se détache du mur, qui tombe et qui éclate en plein d'araignées qui grouillent partout. C'est dégueulasse, mais c'est génial. Voilà, c'était Myst.